c'est beaucoup plus facile de faire de la recherche en IA, parce que l'IA, ce qui est bien, c'est qu'il y a des problèmes qui sont quasiment insolubles en fait, et il y a un champ infini de possibilités à explorer sans jamais pouvoir arriver au bout, alors que Bitcoin, on regarde, on se dit, ouais, ça marche, voilà. Nos utilisateurs LN Market, c'est des gens qui sont dans la tech, donc ils aiment bien utiliser des trucs, nouveaux systèmes d'authentification, du Lightning Network, des choses comme ça. Et puis à côté, on a les institutionnels où là, s'il faut leur demander de signer un PSBT, c'est la fin du monde. Le Bitcoin est comme beaucoup de choses open source en fait. Il est sensible à la tragédie des communs, les protocoles open source, les logiciels qu'on utilise tous, les petits programmes que certaines personnes ont fait sur leur temps libre. Ils sont pas payés pour ça, tout le monde se repose dessus et personne les paye. C'est très difficile de faire une boîte rentable sur Bitcoin, alors que c'est au contraire très facile de le faire sur une shitcoin. Pour que le débat s'apaise et qu'on arrive à avoir un consensus, il y a vraiment besoin que des gens fassent du code. Dans la pratique, on vit quand même dans une société de défiance, c'est-à-dire que le normie, il se pose des questions quand tu payes en cash. Eh bien bonjour, alors aujourd'hui on reçoit Théo, alias Pantamis, qui est un personnage éminent de la communauté Bitcoin française. Donc, je suis très content avec Bull Bitcoin de l'interviewer aujourd'hui. Alors avec Pantam on se connaît depuis, je sais pas, 3 ans, je dirais. Et c'est marrant, je me souviens encore quand on t'a découvert un peu dans la communauté Bitcoin, c'était un événement assez incroyable. Je crois que c'était un BitDevs à Paris, où j'étais pas le premier où tu es apparu en fait, au monde, Ouais. au monde de la communauté Bitcoin française, où en fait tu as un peu épaté tout le monde par ta connaissance de Bitcoin, et puis le fait un peu que tu sortais de nulle part, qu'on t'avait jamais vu, et que tu connaissais Bitcoin comme ta poche, et qu'on pouvait discuter notamment technique avec toi sur les sujets Bitcoin. Et puis je t'ai revu après au prochain au BitDev d'après. Et effectivement, j'ai pu constater. J'avais aussi entendu sur un space où tu parlais de technique, et puis tu parlais de ce que je faisais à l'époque de Wallet et tout. Je me dis, ah putain, il y a un mec qui connaît Wallet et tout, qui comprend ce qu'on fait surtout. C'était assez rare. Donc voilà. Alors pour commencer, je vais te demander un peu de te présenter, parce que tu as un parcours quand même, on va dire, à la fois assez conventionnel et assez exceptionnel, on va dire, un peu dans l'excellence, on va dire, scolaire. Ouais. Donc ouais, présente-moi un peu ton parcours et voilà, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme études, voilà. Ok, donc moi ça fait longtemps que je fais des maths, donc moi j'ai suivi un peu le cursus pour que suivent les bons matheux en France, donc c'est-à-dire les classes préparatoires. Puis après j'ai fait une école d'ingé, une grande école d'ingé on va dire, généraliste, et puis j'ai continué après sur une thèse en mathématiques appliquées. Donc j'ai ce profil docteur ingénieur en mathématiques appliquées. Alors ma thèse n'est pas du tout sur la cryptographie. Par contre, elle portait un peu sur l'informatique parce que c'était une thèse sur l'application de l'intelligence artificielle au pilotage des très grands centres de calcul. D'accord. Donc bon, c'était quand même très éloigné, mais j'ai quand même toujours eu une appétence aussi pour l'informatique. Et puis voilà, donc ça c'est mon parcours, on va dire très scolaire. Et puis effectivement, à la fin de ma thèse, je suis allé travailler chez LN Market, qui Non est mais aussi attends. l'entreprise qui a fait les BitDev. Donc ça, c'est comme ça qu'on s'est fait, Oui, que je parce me que suis là, fait happer parce par le que système. du coup, ça fait combien d'années d'études tout ça, Alors tout ça, globalement? là, en fait, techniquement, c'est un bac+8. Après, ma thèse, elle a duré un peu plus longtemps parce qu'avec le Covid, et puis en fait, une thèse en France, on a l'impression que ça dure toujours 3 ans, mais c'est pas toutes les thèses durent 3 ans. On va dire qu'il y a plusieurs types de thèses, plus ou moins, avec un sujet plus ou moins cadré, qui sont plus ou moins honnêtes sur le fait de faire vraiment 3 ans de thèse. Et moi, de fait, d'un point de vue purement officiel, ça a duré plus longtemps que 3 ans. Et bon, en fait, en parallèle de ma thèse, je m'intéressais à Bitcoin sur mon temps libre aussi, en fait, beaucoup à la sécurité informatique, et puis simplement par le fait que dans l'écosystème Bitcoin, il y a une approche très approfondie sur la sécurité informatique, la sécurité de ses données personnelles. C'est en fait en m'intéressant à la sécurité de mes données personnelles que j'ai fini par tomber à vraiment rentrer dans le sujet Bitcoin, on Donc va et dire. ça, c'était vers la fin de tes études, quand C'était, on va tu dire, te ouais, rapprochais de ta 2019, thèse, quelque chose comme ça, ouais. 2019, ok. Et donc en gros, donc, tu
t'es arrivé à Bitcoin par la cybersécurité, en gros, Ouais. pour faire simple. Et ce fameux BitDevs, tu étais dans Bitcoin, enfin quand tu es arrivé dans le BitDevs, tu avais approfondi Bitcoin depuis combien de temps à peu près? J'avais approfondi Bitcoin depuis à peu près 2-3 ans. D'accord, ok. Donc tu suivais la mailing list. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est, BitDevs, c'est un concept à la base, ouais, c'est né sûrement aux États-Unis, on va dire. Ouais. Et en gros, c'est une réunion Bitcoin, mais ultra technique. Donc on parle des sujets actuels de développement sur Bitcoin, donc des sujets souvent sur la cryptographie, mais pas que. En fait, c'est tous les aspects techniques de Bitcoin. Ça peut aller Ouais, jusqu'à on fait pas l'optimisation de la que. base de données. Ouais, tout à fait. Bref, des choses dont on ne parle pas beaucoup, en fait, parce que bon, ça, personne ne comprend de toute façon. Et personnellement, moi, quand je vais au BitDev, je suis content quand je comprends 30% à peu près. Et donc voilà, donc tu avais découvert Bitcoin, donc tu lisais tout seul dans ton coin, tu n'étais pas dans la communauté. Bah, j'avais un peu d'activité sur Twitter, mais D'accord. c'était à bas bruit, quoi. De temps en temps, je répondais à quelques personnes, mais ça se faisait jamais remarquer, bon, parce que bon, bah, les réseaux sociaux, l'effet réseau étant ce qu'il est, quoi. Donc j'étais un peu invisible, mais j'étais quand même là à suivre les trucs et de temps en temps à balancer des réponses que je trouvais moi pertinentes, Ah. mais qui n'étaient pas forcément remarquées au début, parce D'accord. que bah, j'avais pas simplement le reach pour Tu n'avais ça. pas la street cred Ah, encore. j'avais pas la street cred. Bah, D'accord. il y avait John Unchained qui avait commencé à me remarquer un peu Ah, auparavant, John, si mais tu nous écoutes. voilà. Ok, bon, alors moi ce qui m'intéresse vachement dans ton personnage, c'est le rapport entre Bitcoin et le monde un peu académique, on va dire. Il y a une question que je me pose qui limite me hante sur plein de domaines, mais notamment le monde académique, c'est ce côté hermétique qu'il a avec Bitcoin. Est-ce que toi, déjà pendant tes études, pendant ta thèse, tu as rencontré parmi tes collègues doctorants des gens qui s'intéressaient à Bitcoin? Est-ce que tu parlais de Bitcoin dans le monde, à l'intérieur du monde académique, ou bien c'était uniquement quelque chose en dehors, quelque chose à côté? Et comment tu peux expliquer le fait que, parce que bon, je connais un petit peu la réponse, que l'absence totale en fait de Bitcoin dans les débats dans le monde académique. Et quand il y a des débats dans le monde académique, ils sont forcément sous le mauvais angle en fait. Ouais. Voilà. Bah oui, oui, ouais, on a une bonne illustration de ça vendredi, hein, ok. Oui, tout à fait. Mais alors sur le sujet de Bitcoin dans le monde académique, j'ai commencé déjà par le milieu scolaire. En fait, dans le milieu scolaire, bah, j'en ai pas du tout entendu parler au sein de mes cours. Le seul cours peut-être où j'en ai entendu parler, c'était un cours de système d'information où le mot a peut-être été évoqué. Et c'était plutôt peut-être le mot blockchain en plus qui était évoqué. Donc C'était quelle c'est année? 2017, un truc comme ça? non, plutôt, c'était là pour le coup, c'était un prof qui était vraiment passionné de système informatique et donc je pense qu'il avait évoqué la chose et c'était 2014 ou quelque chose comme ça. 2014, ah oui. Ouais. Et c'était évoqué parce que D'accord. c'était une personne qui s'intéressait beaucoup au sujet D'accord. de base, hein, parce c'était un cours un peu généraliste où on parlait aussi de pas mal de réseaux informatiques et D'accord. compagnie, donc forcément on va tomber sur ce personnage-là, mais c'était vraiment une évocation. Enfin, vraiment, D'accord. on n'a pas du tout détaillé le système. Moi, en fait, j'ai eu, quand j'étais au collège, il y a une personne un peu random qui cherchait à miner avec des cartes mères du Bitcoin, mais c'était vraiment au tout début Ah et oui, c'était au collège. c'était D'accord. vraiment une personne bon, voilà, allait sûrement sur des sites internet un peu marginalisés, on va dire. Oui, Silk Road Voilà. en fait, on va dire Alors non, globalement. je pense que ça n'existait pas à cette époque-là. C'était tellement tôt que c'était plutôt 4chan, on va dire. Mais voilà, D'accord, c'était ce ok. genre de choses où on Ok. pouvait parler de sujets un peu niche, je pense. Mais bon, moi, je connaissais pas la personne en particulier, mais j'avais entendu évoquer le sujet. Et bon, bah, évidemment, j'ai Ça pas. t'a intéressé Ça m'intéressait pas parce que j'étais au collège, donc c'était compliqué. Mais en fait, après, moi, j'en ai beaucoup entendu parler via des vidéos de vulgarisation, en fait, qui sont bien en première approche. Mais en fait, je pense qu'après, on tape sur le point qui commence à répondre à la question qui suit, c'est que c'était une époque où on avait du mal à cerner vraiment qu'est-ce que Bitcoin résout comme problème. Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, de base, dans la communauté, a mis un certain temps, est capable de formuler vraiment parce qu'on a des formulations, on va dire, très économiques, de solutions économiques. On va dire oui, ça permet d'avoir une monnaie saine, etc. Et ça, c'est des considérations qui, pour des gens dans l'informatique et dans la technique, sont des considérations relativement éloignées.
C'est-à-dire que oui, peut-être, mais on ne sait pas trop. Il y a toujours, en plus, quand on sort des classes préparatoires, quand on est en école d'ingé, on a une tendance à avoir été full focus sur les matières très scientifiques. Et donc, quand on commence à passer sur des matières où c'est des sciences un peu plus, qui sont moins précises dans leurs prédictions, qui sont moins Un matures peu plus sur leurs molle, prédictions, on va dire. forcément, on a tendance à rejeter un peu plus ces considérations-là. Et donc en fait, bon bah, moi j'avais vu des vidéos de vulgarisation par des matheux notamment. Il y a un mathématicien qui fait des très bonnes animations sur YouTube qui s'appelle Sriblue One Brand, qui avait fait une super animation de comment Bitcoin fonctionnait. Et Dans le monde anglophone, on est d'accord. alors par contre oui, Oui, anglophone. Dans le monde français, il y avait Science Étonnante qui avait fait une petite vidéo. Alors bon, bah, c'était en partenariat avec Eureka en plus. d'accord. Mais bah, il n'allait pas autant dans l'animation et dans les détails. Enfin, voilà, Mm. le temps étant ce qu'il est, évidemment que le contenu sur Internet, si on a du mal à lire l'anglais, évidemment, il y a Oui, grosse partie du contenu en ligne qui va se fermer à vous. Hein, donc il faut apprendre l'anglais, malheureusement. Et donc cette vidéo animée a été très bien. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que bon, bah, elle décrit comment ça marche, mais elle comprend pas l'objectif en fait. Et c'est ça en fait le problème, c'est qu'on avait du mal, on a du mal toujours même encore aujourd'hui, je pense, on a du mal à toujours rappeler que l'objectif premier, c'est d'avoir un système décentralisé, un système où tout le monde peut vérifier le registre. Et du coup, c'est pour ça qu'on tombait dans le blockchain bullshit, toutes ces choses-là, parce que, bah, en fait, on comprenait pas que le sujet, c'était pas la base de données, ouais, qui est très mal faite, en fait, d'un point de vue purement base de données. Elle sert principalement au consensus, à la validation, et ça, pour le coup, bah, voilà, c'est ça le vrai objectif. Et donc, je pense que moi-même, j'ai raté on va dire, l'aspect. Enfin, je le cherchais. Pour le coup, j'ai été curieux quand même, parce que bah, je voyais un beau système et je me disais, Tain, c'est quand même intéressant de la manière que ça a fonctionné. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et bon, après, évidemment, bah, on va forcément tomber dans les autres crypto-monnaies qui arrivent en disant les oui, shitcoins, moi, ouais. je fais plus de transactions par seconde, je fais plus de machin. Alors qu'en fait, c'est pas le sujet, ça a jamais été le sujet. Mais évidemment, comme on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, bah, il y a une demande intellectuelle en fait Exactement. de faire ça. Et donc évidemment, bah, comme en plus de ça, il y a un attrait financier au fait de proposer un nouveau jeton, de pouvoir le dump sur le retail et tout ça, bah forcément, c'est ça qui va être financé. Donc ça va, en plus de ça, pouvoir financer la critique du Bitcoin derrière. Donc les choses faisant que à la fin, on se dit ah bah, les autres crypto-monnaies ont l'air bien, etc. Mais on a complètement oublié l'objectif de départ. Exactement. Et d'ailleurs, les seules personnes du monde académique dont je me souvienne un peu ça fait depuis 2013 où je suis un peu l'écosystème Bitcoin, c'est beaucoup des shitcoiners. C'est-à-dire que c'est souvent euh, des gens qui sont attirés par l'aspect un peu les smart contracts, Exactement, ouais. les choses un peu qui vont plus les stimuler. En tout cas, ils ont Ouais, une impression d'une plus grande stimulation intellectuelle. Mais au final, on tombe effectivement souvent sur des choses qui ne servent pas à grand-chose au ouais. final. En fait, là, c'est un point qui est justement lié au contexte de la recherche académique. C'est que dans la recherche académique, ce qu'on recherche quand on fait de la recherche académique, c'est un sujet où on a des problèmes encore à résoudre, parce que si tout a été résolu, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on veut avoir des problèmes à résoudre, et en même temps on veut avoir des pistes de problèmes à résoudre. Et en fait, Bitcoin, le problème, c'est que si on veut, le problème est résolu quelque part. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime bien de dire que Bitcoin c'est le dernier, c'est pas le premier, contrairement à ce qu'on aime bien se dire. Mais c'est le dernier au sens où bah, Il a fini le game, quoi. voilà, il a atteint son objectif et avec une marge relativement importante finalement sur, en tout cas à l'échelle de la planète, parce que si on commence à partir après sur des systèmes où les communications sont beaucoup plus lentes, on va avoir d'autres problèmes. Mais c'est un système qui, pour nos besoins actuels, répond parfaitement à nos besoins et il n'y a absolument pas besoin de faire plus. Et en fait, après, il y a le sujet des smart contracts qui vient du fait que, bah, comme il y a un aspect gestion de protocole et cryptographie, ben, ce qui va stimuler un cryptographe, c'est de faire de la cryptographie. C'est pas c'est la mathématique de la cryptographie, d'autant plus qu'il y avait vraiment plein de problèmes en cryptographie qui ressemblaient plutôt à des problèmes joués, c'est-à-dire des problèmes de gens académiques, c'est-à-dire à quoi ça peut bien servir d'agréger des signatures, si ce n'est se faire plaisir dans sa tête. Jusqu'à ce qu'on ait des problématiques de stockage de signatures sur une blockchain. Ah, là d'un seul coup ça devient pertinent. Jusqu'à ce qu'on ait des problématiques de vérification, d'accélération de vérification sur des systèmes vraiment
vraiment partagé. Et donc, je pense qu'il y a, il y a quelque chose de légitime quand même, c'est-à-dire dans la recherche qui est produite par, on va dire, les shitcoiners qui font de la cryptographie, parce il y a un besoin qui est réel. Mais en fait, cette recherche, elle est sûrement fortement amplifiée par le fait que c'est un sujet qui est intéressant pour quelqu'un d'académique, parce qu'il va pouvoir faire des papiers parlant de ça. Il y a relativement peu de recherches comme ça qui portent sur Bitcoin. Il y en a un petit peu, c'est-à-dire qu'on retrouve par exemple des systèmes comme les agrégations de signatures dont j'ai parlé, tout ce qui est Musig, Frost, etc. Ça fait des papiers, ça fait des choses, même les DLC, ça fait des papiers. Et voilà, ça fait un papier. Et puis après, bah, en fait, il y a tellement de contraintes dans le système Bitcoin que ça ne va pas en faire beaucoup plus. Parce que finalement, Bitcoin, ce n'est pas un problème de recherche maintenant, c'est un problème d'ingénierie. Oui. Et donc en fait, c'est de la recherche qui va plutôt se faire, si on regardait un peu l'équivalent de qu'est-ce qui ressemble à de la recherche pour des protocoles informatiques, en fait, on va trouver que bah, c'est des groupes de travail, des consortiums qui vont travailler ensemble sur la rédaction de standards ou des choses comme ça, avec des problématiques politiques énormes. Et donc, bah, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de recherche. Je pense que dans les autres consortiums de techniques sur les autres protocoles informatiques, parce qu'il n'y a bien évidemment pas que le protocole Bitcoin dans la vie, bah, je pense qu'il y a quelques personnes qui arrivent à faire des papiers de recherche, mais c'est tout à fait marginal. C'est beaucoup plus des sujets de discussion technique et ce n'est pas des choses qu'on va pouvoir publier facilement. Ok. Donc il y a un désaccord entre le sujet et ce que recherche le monde académique. Et en plus de ça, évidemment, bah, le dernier problème, c'est le financement. Oui, l'aspect. C'est que, Les VC, quoi. voilà, en fait, dans l'académique, avoir des VC, ça peut créer des conflits d'intérêts. Donc, c'est difficile de dire, bah, je vais me financer à travers une entreprise, même si aujourd'hui, la recherche se finance énormément les entreprises. Mais ça veut dire que l'entreprise a un intérêt à financer cette recherche, d'une part. Et d'autre part, bah, après, dans l'académique, si c'est un sujet qui n'est pas très porteur de papier, comme dans l'académique, ce qui va compter, c'est le nombre de publications en général et de citations d'articles et de choses qui vont être réutilisées par ailleurs, ben, ce n'est pas un sujet qui va être porteur pour des laboratoires publics. Donc par exemple, c'est beaucoup plus facile de faire de la recherche, enfin je dis ça parce que moi-même j'ai été, de faire de la recherche en IA, parce que l'IA, ce qui est bien, c'est qu'il y a des problèmes qui sont quasiment insolubles en fait. Donc on pourra toujours faire des paplards pour Il y a de expliquer la comment matière on à a l'infini, résolu quoi. tel type de problème dans tel cadre. Et il y a un champ infini de possibilités à explorer sans jamais pouvoir arriver au bout. Alors que Bitcoin, bah, on regarde, on se dit, bon, bah ouais, bah, ça marche, et voilà. Non, c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a quelques années, j'étais encore dans un espèce de débat contre un shitcoiner et je me demandais justement le nombre de papiers, tu sais, sur Ouais, sur Archive, ouais. .org, tu vois, qui citait Bitcoin, VS Ethereum, tu vois. Ouais. Et j'ai été choqué à l'époque de voir le nombre de papiers avec Ethereum. On était quasiment à moitié-moitié par rapport à Bitcoin, alors que, bon, en termes tu vois, D'intérêt, voilà, ouais. et d'années d'existence. Et du coup, bah, tu as répondu un peu à mon interrogation sur le sujet. Ouais, Donc, ça, et donc puis voilà. bah, la dernière chose, c'est évidemment que bah, y a l'aspect humain aussi, c'est que même les chercheurs eux-mêmes, c'est des gens. La recherche, des c'est sûrement la shitcoiners. meilleure façon de créer des connaissances, mais les chercheurs sont des gens, Mm. et donc ils ont des défauts. Et donc, bah, tu vois, tu parlais par exemple de Archive, qui est une plateforme de pré-publication. Donc Ouais. ça veut dire que sur Archive, les publications, donc Archive, ça s'écrit effectivement Oui. Archive, mais ça se prononce Archive. Sur Archive, quand on trouve un papier, on va trouver beaucoup de papiers, mais c'est des papiers qui sont pré-publiés. Ça veut dire que la revue par les pairs est extrêmement légère, pour pas dire quasi inexistante. Donc c'est très facile de publier des papiers là-dessus quand on a déjà publié des papiers. D'accord. C'est à peu près la seule vérification qu'il y a, c'est qu'il faut avoir D'accord. été entre guillemets Donc c'est validé pas par quelqu'un forcément d'autre. super indicateur, c'est ça que tu es en Voilà, train de il me faut dire. faire très attention, hein. Dans mon domaine, quand j'étais en thèse, c'était d'ailleurs un sujet de débat parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui pré-publiaient leurs papiers sans les publier avant, et du coup on ne savait pas si c'était du lard ou du cochon au moment où on les lisait. Mais par contre ça produisait, enfin c'était à foison, du coup on avait toujours des papiers à lire, donc ça c'est très bien. Mais même sur une plateforme comme celle-là, il y a eu des mathématiciens, notamment Ricardo Pérez Marco. Pérez, Marco exactement, qui s'est fait censurer sur Ah ouais. Archive, qui s'est fait censurer quelques papiers parce que voilà, la personne qui maintenait Archive a dit non mais c'est un sujet de spéculation, ce n'est pas un papier de recherche, donc je vais... Et c'est quand même impressionnant parce que c'est très rare qu'on ait une réaction de Archive sur des papiers qui seraient pas de très bonne qualité, quoi. Et c'est très très surprenant de voir ça. Et je pense aussi que bah, voilà, simplement, bah, on a dans les médias présenté Bitcoin
comme quelque Le chose mal voilà, absolu de qui spéculatif, détruit la qui détruit le planète. climat. Voilà. Enfin, on a eu tous les narratifs du monde possible, hein, ça commence à s'épuiser, mais ça continue. Et malheureusement, bah, même si les chercheurs sont des chercheurs et on se dit que théoriquement ils savent faire leurs recherches, bah non. Il En reste fait, il y en a influençable toujours quelques-uns par... qui vont pas faire le travail comme il faut, qui auront quand même une place importante politiquement parlant dans le système et qui du coup vous bloqueront. Il faut savoir que même aujourd'hui, on continue d'avoir ces débats sur, et notamment on commence à avoir quelques preuves que parfois un domaine va avancer parce que le chercheur proéminent du domaine est mort. Simplement parce que le fait qu'il soit proéminent fait que sa position, sur laquelle il reste constamment, devient la position un peu dominante dans l'écosystème D'accord. académique. Et du coup, il va imposer son point de vue à tout le monde, notamment lorsqu'il va review les papiers, etc. Et donc, en fait, les papiers qui proposent des approches différentes à son problème vont se faire shut down par les revues de pairs. Cancel. Enfin, mais voilà, ça, c'est normal, c'est une dynamique politique qui existe forcément dans tous les milieux. C'est juste que dans le cas du milieu académique, bah, ça joue vraiment sur de la politique parce que c'est pas qu'une question d'argent. Ok. Et donc, on retrouve bah, ces défauts-là se font amplifier sur un sujet comme Bitcoin parce qu'il est particulièrement clivant politiquement. Ok, donc là on voit un peu le fonctionnement du monde académique et j'aimerais justement une transition parfaite, c'est de poser la question euh, du monde de la R&D, même de la recherche dans Bitcoin, qui a son propre fonctionnement, qui a des pratiques bien propres voilà, à Bitcoin. Euh, qui aussi contient un peu de politique, de plus en plus, en fait, Toujours, malheureusement. Et justement, qu'est-ce que tu penses actuellement de l'état de la R&D générale sur Bitcoin et justement, est-ce que tu trouves que le fonctionnement actuel est satisfaisant? Et s'il ne l'est pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en fait? Parce que même si Bitcoin, comme tu disais, est une solution et qu'il n'y a pas vraiment de problème à résoudre. Enfin, on sait qu'il y a des problèmes à résoudre, mais on va Des dire, problèmes pour permettre son amélioration, mais voilà, en soi, le problème de qu'il est censé base, oui. résoudre, lui, il est résolu. Il Voilà, n'y a aucun problème. voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui, l'état de la R&D, les débats qu'il y a, de la vitesse aussi à laquelle les changements se font? euh, c'est quoi ton avis général sur la R&D, sur Bitcoin en général? Ouais, donc du coup, ça rejoint en fait ce que je disais sur le fait que dans les autres protocoles informatiques qu'on utilise, ben, souvent il y a des consortiums qui vont se former pour décider de l'évolution du protocole. W3C, Voilà, ce genre de truc. W3C, c'est l'IERF ou des choses comme ça. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et ces groupements, ces consortiums ont aussi expérimenté le fait que, bah, effectivement, ça devient un sujet politique. Même récemment, je voyais de la politique dans les groupes de travail du C++, du langage C++, ou des choses comme ça. On retrouve beaucoup d'aspects. Voilà. Enfin, il y a pas que des fois des raisons techniques aux choses. Et donc, ils ont une expérience d'avoir essayé de formaliser ce que ça veut dire d'avoir un consensus d'experts. Parce que bah, du coup, c'est pas un consensus au sens académique du terme, c'est pas juste avoir un papier qui fait une méta-analyse de d'autres papiers pour dire bah oui, regardez, a priori tous ces papiers-là, ils nous prouvent que. Là, on peut pas se contenter de ça parce que bah, il y a une pratique qui n'est pas quelque chose qu'on peut facilement retransmettre dans un papier de recherche. Donc, c'est beaucoup plus difficile de. Enfin, c'est pas le même type de discussion. On se base pas sur les mêmes choses. Et donc, bah ces groupements vont avoir un système par consortium, donc il va y avoir des personnes qui vont notamment être payées par des industries pour venir dans ces consortiums. Donc moi je pense par exemple que des choses comme le noyau Linux, bah, il y a beaucoup de personnes qui viennent de chez Intel par exemple qui contribuent dedans, et puis bah, il y a des personnes aussi qui ne sont pas payées par Intel. Voilà. Il y a des personnes qui sont payées par personne aussi et Ah, qui Il y a, vivent il y a du don. des, il y a des volontaires dans Alors ce je genre pense de pas qu'il y a des consortium, complètement j'ai l'impression que c'est un volontaires. peu disparu, Mais je les pense qu'il y en bénévoles. a quelques-uns au sens où ils sont retraités ou des choses de ce D'accord. type-là et ils ont encore Juste une des nerds expertise. qui se font un peu chier chez eux Ouais, et qui et puis décident de... souvent, du coup, comme ils ont de la bouteille, ils ont un pouvoir de nuisance aussi. Oui, Enfin, on a aussi ce genre de dynamique qui existe aussi dans les entreprises. Hein. C'est vraiment pas vraiment pas propre à à ces choses-là. Et donc, dans Bitcoin, bah, on n'a pas cette expérience-là parce que le protocole Bitcoin est plus jeune et puis il est beaucoup plus organique, on va dire. Parce que bah, il n'y a pas une personne, enfin, c'est tout l'avantage du protocole, c'est qu'il n'y a pas une personne qui peut claim, qui peut prétendre avoir
toutes les accréditations pour dire comment le protocole doit évoluer, même s'il y a eu il y a eu des remises en question, notamment parce que la plupart des dernières soft forks de Bitcoin, c'était Pieter Wuille qui les a Oui. souvent poussés. Ça devient un Euh, peu Satoshi, Peter. voilà, Williams, il y en en ce a qui moment. aiment bien ironiser sur ça, mais justement, actuellement, il s'est beaucoup reculé des débats, donc en fait, on en blague Il parce que écrit toujours des papiers, hein, j'ai il vu. écrit toujours des papiers, il écrit toujours il formalise toujours les wallet policies avec Miniscript, c'est lui aussi. Hmm. Mais c'est des choses qui n'ont pas besoin d'être consensuelles Ouais. dans le protocole, donc ça va, il contribue à sa À une façon. époque, c'était Greg Maxwell qui était un peu plus en Ouais, tout avant. à fait. Donc on Ouais. a eu des périodes Mm. avec des gens qui sont un peu plus proéminents. Ouais, Il y a des gens qui ont toujours été un peu là avec une vision, genre je pense à Luc Dash. ouais, voilà, ouais, tout à fait. Mais ouais, en fait, on est sur de la méritocratie sur Bitcoin globalement. Beaucoup plus, ouais. Parce qu'en gros, on va écouter le mec qui a fait des pull requests, le mec qui a de la proof of work en fait, globalement. Ouais. C'est rare que, on a quelques cas, mais les mecs qui arrivent de nulle part, proposent une idée révolutionnaire que tout le monde accepte. Je veux dire, Satoshi Nakamoto pourrait pas vraiment arriver comme il est arrivé en Ouais, 2008 sur Bitcoin ouais, je aujourd'hui. pense que ce serait Il effectivement. aurait besoin de construire son image Ouais, avant. même s'il prouvait que c'était lui, je Ouais, pense que ouais, tout ce qu'il dirait passerait pas aussi facilement parce que, bah, exactement. Je pense effectivement. qu'on l'écouterait si on sait Ouais. que c'est lui vraiment, mais ce serait quand même soumis à débat. Ouais, Et donc, du coup, ça fait qu'on a une évolution de Bitcoin qui est très lente, ouais. globalement. Mais comme tu disais, vu qu'on a déjà quelque chose de solide qui a résolu un problème, c'est pas Non, grave. l'essentiel reste fonctionnel, il n'y a pas de souci. Mm. Mais du coup, voilà, le protocole étant plus jeune, bah, on a essayé de formaliser ça via les BIP Improvement Proposal, donc les BIP. Ouais, Euh, tu vois, tu parlais par exemple de Luc Dagier, et il y a des points où je trouve que la gouvernance s'améliore et des points où en fait elle stagne un peu. Et je pense que bah, par exemple, une des améliorations, c'est que pendant très longtemps, Luc Dagier c'était l'éditeur des BIP et il y avait notamment une certaine rétention ouais, une petite dans. censure de la part Voilà, de Luc. où il faisait un peu transpirer Ouais, son opinion son un peu sub. fortement en bloquant certaines personnes de mettre leur BIP Mm. au-delà d'une PR, quoi, de les faire passer Ouais. dans le dépôt de proposal. Et justement, une des améliorations, c'est que maintenant, il n'est plus tout seul à être éditeur. Donc, il y a eu beaucoup plus de BIP qui ont été. Il y a eu une rafale de BIP récemment, je crois qu'il y a un an à Ouais, peu bah, près, un an et demi. encore une belle transition parce que Mm, j'aimerais qu'on parle toujours dans ce process un peu des évolutions, même mineures, de mm. Bitcoin, des débats qu'il y a depuis, on va dire, 2 ans Ouais. sur tout ce qui est covenants Mm. et toutes les propositions de soft fork. Alors, est-ce que tu peux nous faire juste un petit point rapide sur l'état des lieux? Donc déjà, quelles sont les plus grandes propositions? Déjà, à quoi, enfin, À quoi ça très sert? court, très court, on va essayer d'expliquer pourquoi on veut Pourquoi on faire veut cette faire ça? évolution Ouais. dans Bitcoin, c'est quoi un covenant? Bref, lance-toi sur le sujet. Ouais, je vais essayer d'être sympathique parce que Voilà, voilà. en faisant simple, hein, il Ouais. faut essayer de vulgariser, hein, c'est un peu Voilà, en gros, il faut comprendre qu'il y a beaucoup dans Bitcoin, par rapport à l'approche des autres blockchains, on raisonne sur des approches protocolaires. C'est-à-dire que par exemple, sur Ethereum, quand on fait des super smart contracts, des super protocoles, c'est basé sur un code informatique qui tourne sur la chaîne directement. Alors que dans Bitcoin, en fait, ce qu'on va appeler les smart contracts et tout ça, c'est beaucoup plus des protocoles. C'est-à-dire un enchaînement de transactions qui dépend des envies des acteurs et de leur bon vouloir. Donc par exemple, le Lightning Network, c'est exactement ça, hein. C'est des transactions, plein de transactions pré-signées, et puis on va décider de diffuser certaines et pas d'autres, et c'est ça qui va faire que le résultat du protocole va prendre une certaine direction qui va ressembler à un smart contract, mais c'est pas du tout un smart contract, c'est des scripts extrêmement simples. Et donc il y a toutes ces transactions pré-signées. Et dans certains cas, ces transactions pré-signées, on les connaît à l'avance, et on aimerait bien ne pas avoir à appeler tout le monde pour pré-signer la transaction. Parce que fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule manière de garantir qu'on possède le Bitcoin qui est dans une sortie de transaction, c'est que notre clé soit nécessaire pour la dépenser. Donc, par exemple, si on a une signature à seuil, si par exemple on partage trois clés entre trois personnes, il n'y a pas une personne qui peut vraiment dire qu'elle a le Bitcoin, parce que les deux autres peuvent s'y opposer. Par contre, s'il faut bien les trois clés pour pouvoir dépenser le Bitcoin, là c'est bon, on peut dire que ça appartient bien à elle.
Donc en fait, il y a tout plein de protocoles où on pourrait créer plein de transactions présignées avec plein de personnes, et plutôt que de faire que 2 personnes comme dans Lightning, on pourrait mettre 3, 10, 100 personnes. Et le problème, c'est que la moindre personne qui n'est pas d'accord avec la transaction assignée fait échouer toute une session du protocole. Ce qui fait qu'on va avoir une limite de coordination. C'est-à-dire que plus on va mettre de gens, plus il y a un risque important que ça échoue, qu'on ait à retenter, que ce soit très long, très coûteux, et que du coup, à la fin, on s'en sorte jamais. Donc on a ce problème-là. Et donc on aimerait bien dire, moi j'aimerais remplacer cette adresse avec plein de clés où il faut présigner une transaction par une clause qui dit que les fonds de cette adresse peuvent être dépensés uniquement en faisant cette transaction. Et en faisant ça, j'intègre dans le protocole une sorte de système de transaction présigné, mais on n'a pas besoin de présigner. Donc on peut de manière non interactive, comme ça, préparer plein de transactions. Et donc, donc la proposition, on va dire, la plus proéminente des covenants, c'est une proposition qui s'appelle Check Template Verify. CTV, le fameux. CTV, donc BIP 119 aujourd'hui, dans l'état actuel des choses. Et donc c'est une proposition qui est vieille. En fait, c'est vachement vieux. Même moi, quand je commençais à rentrer dans le Bitcoin, c'était déjà quelque chose que je voyais qui avait juste pas le même nom. Ça s'appelait Secure the Bag ou des choses comme ça. C'est Rubin, c'est Jérémy Rubin, je crois. Rubin, ouais. Qui a proposé cet opcode-là, mais depuis, il a arrêté de contribuer à Bitcoin parce qu'en fait, l'aspect politique, justement, l'a un peu énervé. Il a essayé d'un peu pousser. Il a un peu poussé pour essayer de faire passer son... j'ai un avis là-dessus. C'est que je pense que ça s'est mal passé justement parce qu'il a voulu forcer un peu l'activation. Il a un peu voulu forcer et du coup, il s'est pris une volée de bois vert et effectivement, depuis, il s'est retiré. Même s'il continue d'intervenir sur le sujet, on le voit un petit peu. Mais c'est lui qui a fait le code. Le code, ça fait le BIP, et tout ça, c'est prêt depuis des années. Donc vraiment, c'est vraiment une décision à prendre. C'est une décision. Il n'y a rien à faire. C'est de dire, il faut mettre le protocole d'activation, et là où il avait forcé, c'est justement, il avait commencé à dire, j'aimerais l'activer comme ça, et tout de suite... parce que justement, il y a le code et le BIP en lui-même et ce qu'il fait techniquement. Et puis il y a la manière de l'activer qui, elle aussi, porte à débat. Est un sujet technique et politique. Et limite plus qu'effectivement que la proposition en elle-même. Et donc, en fait, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que Jérémy, il avait proposé plein de cas d'usage pour son opcode. C'est évidemment une étape primordiale de montrer que la proposition qu'on fait, elle va permettre plein de cas d'usage. Et en fait, lui, s'était beaucoup concentré sur ce qu'on appelle le congestion control, c'est-à-dire le fait de pouvoir préparer des transactions en avance sans avoir à les publier sur la même pool et de pouvoir attendre que la même pool se vide pour pouvoir ensuite publier ces transactions. Et ce qui est assez ironique, c'est que autant, je dirais, il y a peut-être 4 ans, c'était peut-être pertinent parce que la même pool avait tendance à se vider effectivement chaque semaine, autant aujourd'hui, c'est moins le cas, la même pool, elle est tout le temps pleine. Donc c'est là que je pense qu'effectivement, il a fait un mauvais marketing, à mon avis, quand il a voulu se concentrer sur ce cas d'usage. Parce qu'après, ce qui s'est passé, c'est que il y a, du coup, ça va faire 2 ans presque, que Burak avait proposé, donc un autre développeur qui a une réputation aussi un peu shady de son côté, mais qui avait proposé un protocole qu'on pourrait appeler des timeout tree, mais en gros un système un peu comme Lightning de layer 2, mais un peu plus centralisé, mais plus facile à gérer en termes de liquidité. Je résume avec des mots très grossiers, mais c'est vraiment ça le use case, mais qui serait très intéressant d'utiliser si on avait l'opcode CTV. Et donc ça, je pense que ça a donné une bouffée d'air frais à CTV, parce que ça montrait que les covenants, ça pouvait servir non pas que aux congestion control, mais aussi au scaling. Et à mon avis, la demande, elle est dans le scaling actuellement. Et c'est pas, quand on parle de scaling, on parle pas de faire des milliers de transactions sur la chaîne, évidemment. On parle de faire des milliers de transactions pas sur la chaîne. Voilà. Et actuellement, le problème de Lightning, c'est que vous voulez faire une transaction Lightning, vous êtes obligé de faire une transaction on-chain pour commencer. Sinon, vous n'êtes pas vraiment propriétaire des fonds. Il y a évidemment un wallet comme Phoenix va faire plein de trucs pour faire en sorte de faire en sorte qu'on ne voit pas qu'il y a cette transaction on-chain, mais elle existe et elle peut poser problème en termes de passage à l'échelle. Donc, il y a eu cette proposition et à mon avis, c'est ça qui a relancé un peu tout le débat, parce qu'après, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein d'autres gens qui ont dit mais on pourrait faire autrement. Des gens qui sont un peu sortis de nulle part, d'ailleurs, pour nous dire mais tiens, mais si tu avais plutôt tel opcode, en fait, tu pourrais plutôt le faire comme ça.
Et donc actuellement, on est dans une phase où on a terminé un peu l'explosion cambrienne de D'accord. propositions d'opcode. Je pense que là, les gens en ont marre de voir des personnes proposer encore un 10 millième opcode de Covenant qui est une variation en fait de CTV. Et il y a également des opcodes qui sont proposés, qui sont complémentaires à CTV pour permettre de faire par exemple des choses une autre proposition qui était aussi proche des Covenant qui s'appelait AnyPrevout, qui est aussi une vieille proposition, qui a notamment eu son marketing était beaucoup plus efficace à l'époque parce qu'ils parlaient de refaire un Lightning, mais qu'on appelle la Lightning Symmetry, la LN Symmetry, qui avait beaucoup d'avantages et notamment qui permettait d'envisager des canaux, ce qu'on appelle des channel factory, et effectivement qui débloquait des solutions pour passer à une échelle plus importante sur la coordination. Mais là aussi, le problème, c'est que c'était peut-être un peu acquis. Il y a évidemment cette proposition de OP4, qui est la concaténation, qui est un opcode très simple, mais qui, utilisé de manière vraiment bizarre, permet de faire des covenants. Et dans AnyPrevout, qui est une proposition aussi vieille que CTV, donc qui a autant de légitimité, aujourd'hui, elle est moins regardée parce que, mine de rien, elle est un peu acquis. Elle ressemble un peu à Opcat en gros. Voilà, elle fait des choses avec les signatures qui sont un peu bizarres pour reproduire un système de covenants. Par contre, elle permet de faire la LN symétrie. Et donc, il y a des personnes qui ont dit, ok, CTV permet pas de faire de la symétrie, mais si on ajoute tel opcode, d'un seul coup, tout devient possible. On a vu un peu comment tout ça fonctionnait. Mais d'après toi, est-ce qu'on va arriver à une décision un jour? Et si oui, quand? Alors, en fait, je pense qu'actuellement, le problème, c'est qu'on a toutes ces propositions avec des personnes qui vont rapidement nous montrer en 2 temps 3 mouvements comment on pourrait s'en servir pour faire quelque chose. Mais mon sentiment à moi, c'est que je vois relativement peu de code. C'est-à-dire qu'en fait, faut savoir que même une soft fork comme Taproot, Oui. qui a quand même maintenant plus de 3 ans quasiment, hein. Sur l'activation, On oui. est sur 3 ans là. Mais sur, on les a fêtés en novembre, donc Oui. voilà. On en utilise relativement peu de Taproot pour Je l'instant. crois qu'on est à 5%. Donc évidemment, c'est pas une critique de Taproot, parce que moi je trouve que c'est une super soft fork, justement parce qu'elle débloque des possibilités infinies en termes de script. Mais elles sont difficiles à utiliser pour les développeurs, donc il faut le temps de se mettre d'accord sur des... Mais je me souviens de Segwit. Les départs étaient très lents aussi, hein. Ouais, mais tu vois, 3 ans plus Aujourd'hui, tard... on est à combien de pourcents de transactions Segwit? On est à 80%. En fait, ouais, je le regarde pas forcément je regarde pas les choses sur le pourcentage d'utilisation de Segwit versus Taproot, etc. D'accord. Je le regarde plus en termes de quelles sont les potentialités techniques que ça développe. Et autant Segwit, pour le coup, on a eu le Lightning Network, donc aujourd'hui, il y a plus photo de dire que oui, Segwit, ça a permis plein de trucs, donc c'est très bien, il faut utiliser Segwit. Et notamment, dès qu'on fait des transactions pré-signées, aujourd'hui, on sait qu'il faut faire du Segwit, sinon il y a on va dire des failles auxquelles on n'a pas pensé. Voilà, ce qu'on appelle la malléabilité des transactions, notamment externes. Et dans Taproot, il y a un nombre de possibilités qui est également infini, sauf que c'est beaucoup plus difficile à maîtriser. Donc on commence à avoir des outils, il y a Miniscript, qui permet de commencer à avoir aussi exploiter. des gens qui exploitent Taproot d'une façon pas du tout attendue. Pas attendue et puis qui est pas cool en fait pour pas mal de gens. Donc il y a ce genre de choses-là. Et l'autre chose, c'est qu'il y a eu, à mon avis, des décisions, des choix qui ont été faits sur Taproot qui sont encore un petit peu controversés aujourd'hui. Et notamment là on part sur c'est un détail pour les personnes qui font pas du développement, mais c'est que la clé publique dans Taproot, elle est que sur 32 octets. On est censé avoir un 33e octet pour indiquer ce qu'on appelle la parité. Et le fait de l'avoir retiré, ça permettait d'économiser de l'espace de bloc. Donc on se dit super, c'est génial. Sauf que maintenant, ça rend difficile énormément de choses qu'on pensait très simples avec Taproot. Donc par exemple, Musig, si ça prend autant de temps à être adopté, standardisé, c'est en partie parce que c'est extrêmement difficile de gérer la parité dans l'implémentation du protocole. Donc là, on se dit, ok, donc ça veut dire qu'on a fait un mauvais choix finalement sur ce point-là. On aurait dû le discuter et y réfléchir. Et là, sur les covenants, on est vraiment à un stade où les gens proposent, mais comme ils n'ont pas fait le code, j'ai très très peur qu'ils proposent quelque chose et puis en fait, quand ils vont commencer à utiliser l'opcode, ils vont se dire « Ah non, mais en fait, il manque tel truc pour qu'on puisse vraiment le faire. »
Et du coup, bah, on est reparti pour un débat. Donc il y a Ouais. vraiment besoin, pour que le débat s'apaise et qu'on arrive à avoir un consensus, il y a vraiment besoin que des gens fassent du code. Et à mon avis, ce que font les entreprises, il y a quelques entreprises qui se lancent sur Arc, justement, parce que comme je le disais au On tout peut début, présenter Arc rapidement. Arc, c'est un système où, en gros, à la place d'interagir via des canaux de paiement, on va Ouais. interagir avec ce qu'on appelle un service provider, qui en gros fournit de la liquidité, mais ne possède pas les fonds. D'accord. Et en gros, la problématique de liquidité dans Lightning, c'est qu'il faut trouver des gens qui vont bloquer de la liquidité pour pouvoir recevoir de l'argent. Et c'est une grosse difficulté de Lightning. Dans Arc, dans un système Arc, le service provider, donc qui peut être une personne qui a la liquidité, dès lors qu'elle a cette liquidité, on peut se payer, recevoir dans cette pool de transactions. Donc un peu plus centralisé, mais au moins ça scale et Voilà. c'est plus simple à gérer. Voilà, et c'est un peu un e-cash collatéralisé par du Bitcoin. Donc il y a des vrais Bitcoins derrière et on utilise du e-cash pour avoir de la privacy quand même. Et en même temps, on gère la liquidité via une personne qui se charge de dire bah, moi je dois pouvoir gérer le volume de transactions sur une certaine durée. Et en fait, tout ce protocole-là, bah, comme j'ai expliqué ce que j'expliquais sur les transactions présignées, tout ce qu'on peut faire avec des covenants, on peut quasiment le faire avec des transactions présignées. Et donc en l'occurrence, bah, il est possible de faire ce protocole ARC avec des transactions présignées. Le coût à payer, c'est que ça devient beaucoup plus difficile en termes de coordination, donc il y a des chances d'échec plus importantes. Mais c'est pas grave, à mon avis, c'est une bonne approche de faire ce que font les boîtes qui font du ARC, c'est-à-dire elles sont en train de le coder avec des transactions présignées. Et en faisant ça, bah, ok, sur l'aspect scalabilité, ça va très rapidement atteindre une limite à un moment, mais peut-être que ce sera comparable à Lightning, donc ce serait déjà pas mal en fait. L'autre chose, c'est que bah, une fois qu'on commence à atteindre une limite, bah, là c'est très facile de venir et de dire, bah, regardez, cet opcode, il débloque ces possibilités-là. Donc on peut discuter sur la base de qu'est-ce qu'on va permettre, qu'est-ce qu'on va débloquer comme possibilité et quel champ de changement qu'on peut faire Donc sur toi, Bitcoin. tu vois une voie où en fait la situation peut se débloquer si on a une vraie utilité, on va dire, concrète pour un layer 2 ou Ouais. voire un layer 3 qui a absolument besoin d'une évolution pour passer au Pas prochain step. absolument, en fait, c'est ça mon point, c'est de dire que c'est pas absolument, mais c'est qu'on peut faire le protocole et Oui. on peut voir que le protocole, par exemple, Serait 10 fois il mieux marche, si on avait. mais il Ouais. serait 10 fois mieux avec tel truc. Ok. C'est peut-être une C'est un peu meilleure comme approche. Lightning et Segwit en fait. Globalement. Exactement, tout à fait. Mm. C'est-à-dire Lightning, au départ, il avait été même implémenté Ouais, avec il une... marchait sans Segwit, à mais fait. on avait des risques de Voilà, et il y avait plein de malléabilité. choses à gérer, enfin, il y avait plein de transactions en plus à gérer. Voilà. Et puis même, il y avait des implémentations avec AnyPrivate, parce que AnyPrivate, oui, c'est oui, là tout aussi à une fait. proposition aussi vieille que Segwit, donc ça s'appelait No Input à l'époque. Mm. Et d'ailleurs, le papier sur du Lightning Network est littéralement se base sur No Input, hein, donc c'est même pas du Tout à Segwit fait. dans Lightning Network au départ, le papier de recherche de Drija. Et donc, bah, en fait, on voit qu'il faut faire le protocole, parce qu'en fait, on peut toujours faire le protocole, c'est juste qu'il va être pas pratique, et voir si déjà, même s'il est peu pratique, on arrive quand même à avoir des gens qui l'utilisent. Et dans ce cas-là, c'est plus facile de justifier qu'il faut faciliter ce protocole. Ok. Et donc, à mon avis, c'est ça la bonne approche. Et c'est pour ça que CTV a peut-être pour moi le plus d'avance, parce que d'une part, c'est une proposal qui est assez mature, elle est assez Il y a vieille, du code. le code est là, la spécification est là, tout ce qui manque, c'est les applications. Et les applications, elles sont en train d'être faites avec ces personnes qui implémentent la version sans covenant de Ok, Arch. donc en gros, ta conclusion, c'est de dire qu'il faut build et puis on Voilà, verra on après, build quoi. et après on discute. Voilà. Ok, très bien. Bah, du coup, encore une belle transition en parlant de building. Donc, moi, j'aimerais revenir avec toi sur ton métier maintenant, Ouais. aujourd'hui. Donc, comme on a vu tout à l'heure, bon, t'es arrivé au BitDevs à Paris. Et c'est là que tu as rencontré, en gros, une partie de la team de Lead Markets et que tu es arrivé chez eux. Donc, explique-moi un peu l'histoire. C'était quoi ton avis? Est-ce que tu connaissais la boîte avant? Est-ce que tu avais déjà utilisé le service? Qu'est-ce qui t'a fait accepter l'offre? Ouais. Bref, raconte-moi un peu les débuts Bah, à déjà, Lead donc, Markets. Helen Market, c'est ça a commencé au moment où Lightning commençait à être, on va dire, stable, Utilisable. Utilisable. avec des gros guillemets, parce que Ouais. bah, moi, j'ai commencé à expérimenter Lightning dès le début de 2020.
Oui. Tu Et pouvais dire en 2017, hein, en ouais, fait, tu mais pouvais, bon, mais je pense que risques t'étais et pas périls, quoi. stable, donc Ouais. c'était vraiment chaud. Mais Ouais. même en 2020, t'avais déjà des Ouais. forces closes qui pouvaient faire un peu mal. Au moins, tu J'étais à la perdais pas tes Lightning fonds. Conference 2019 à Berlin. Excellente conférence, une des meilleures J'avais conférences dû Bitcoin regarder que des j'ai. talks de cette conf parce qu'elle était Et bien. Ouais. mais il y avait déjà des gens qui faisaient pas mal de trucs, hein. Ouais, Après, ouais, bon, t'avais voilà. des implémentations de référence déjà, Ouais, c'est ouais. énorme en Oui, fait. bah, t'en as direct, Quand tu 3 hein, dès le début, hein. Enfin, peut-être pas 3, mais en tout cas, il y avait ouais, A5 et les trois étaient ouais, quand les même 3 étaient dès bien le début présentes. étaient bien Mm, implantés. mm, Enfin, on a eu bon, enfin bref, donc du coup, donc mm. Hélène Market, voilà, Ça tu l'as s'est lancé en abordé pareil. 2020, Oui, c'est-à-dire mars 2020, le produit est lancé mainnet. Et bon, bah moi, je vois passer ça et je me dis, bon, bah évidemment, j'aimais No Lightning. Les seules choses qu'on pouvait faire quand on n'avait pas de communauté avec qui faire des transactions, d'accord. bah, c'était d'aller faire du Lightning roulette ou des conneries comme ça. Ouais, Enfin voilà, d'accord. c'était des trucs pourris où ils Ouais. savaient que tu perdais, mais bon, Oui, c'était marrant, quoi. Ça te casino, permettait quoi, oui. d'envoyer des Oui. sats. Puis bah là, tu as une plateforme qui te propose de faire un peu de trading. Un casino encore Encore plus casino, toujours, bien oui, sûr, oui. mais voilà, Un peu plus sérieux, quoi. avec les tripes, quoi, Ouais, voilà. Ouais. En cette fois 100, fois-ci. quoi. En fois 100. Et donc, bah, la plateforme, elle s'est lancée en 2020. Et donc, moi, en fait, j'ai rapidement, je pense, je crois que j'avais regardé mon historique, c'est en avril, fin avril, que j'ai dû commencer à faire quelques petits trades sur la plateforme pour me marrer. Ouais. Bon, j'ai eu ma période où j'étais à fond un peu dessus, et puis après, je me suis calmé parce que c'était le Covid en plus, donc bon, bah, c'était chez toi, t'as rien à faire, tu Gamba, galères ouais. sur ton manuscrit de thèse, alors qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tu peux gamble sur Hélène Market, voilà, super. Donc ne faites pas ça chez vous, sauf si vous savez ce que vous faites, mais Pas un voilà. conseil en investissement. Voilà. Bon, bah moi j'avais testé le produit et bon, je voyais que c'était super, hein. Après, bah clairement, je voyais aussi que j'étais pas fait pour le trading, donc j'allais pas rester très longtemps. Donc j'ai fait un mois et après globalement, je me suis beaucoup calmé. J'ai D'accord. complètement arrêté. Après, dans 2021, j'en faisais plus, quoi. D'accord. Mais c'était pour me marrer, voilà. Donc je connaissais de nom et puis bah, je regardais le projet, mais j'avais un peu lâché le truc parce que bah voilà, après c'est une plateforme centralisée, donc évidemment moi je regardais le protocole à cette époque-là beaucoup et tout. Et en fait après, bah, comment c'est revenu sur le devant de la scène, c'est que bah, les BitDev ont été organisés sur l'initiative de Noodle et de Hélène Market principalement. Et donc bah moi, le premier BitDev qui avait été organisé, j'avais vu ça, et moi j'étais coup de bol, j'étais littéralement à 10 minutes à pied D'accord. chez ma copine qui était à 10 minutes à pied. Et du coup je me suis dit, ah bah On va y bon, aller, ouais, quoi. ils me connaissent pas, je connais personne, enfin moi je connais les noms vite fait, les têtes, etc. Je me suis dit, bah je vais y aller, quoi, parce que voilà. Et effectivement, bon bah j'y suis allé, et comme tu as dit, je me suis fait remarquer parce que bah il y a quand tu es docteur en maths appliquées, même si c'est pas des maths appliquées de cryptographie que j'ai fait, bah forcément les équations de la cryptographie, elles me faisaient absolument pas peur, Elle quoi. te parle, quoi. Voilà, Voilà. et donc du coup, bah forcément, je me suis retrouvé à commencer à expliquer aux gens des trucs qu'ils comprenaient absolument pas, parce que bah forcément l'équation, ils la comprenaient pas, alors que moi je la comprenais. Donc tout de suite, ça a aidé un peu, et donc ça a rapidement fait son petit effet, parce que enfin effectivement les gens me reconnaissent souvent en me disant, ah ouais, t'expliques quand même pas mal les trucs que jamais on aurait pu nous expliquer, en fait. Donc après, c'est parce que j'ose les expliquer, et je prétends pas les expliquer bien parce que je pense que les gens se Non, disent mais au qu'ils ont moins, tu compris sur le tentes, quoi. moment. Je veux dire. Voilà, mais après, une fois qu'ils doivent réexpliquer, souvent c'est un peu plus flou, c'est normal. Voilà. Mais, mais du coup, c'est comme ça que ça a commencé enfin que j'ai commencé effectivement à me faire remarquer. Et bon, après, il y a eu un surfing Bitcoin qui est venu après, où j'ai pu effectivement rencontrer beaucoup plus de personnes. Et puis moi, bah là, j'étais en fin de thèse à ce moment-là. J'étais vraiment, Donc, tu vraiment en cherchais fin de un thèse. taf. Bah, je commençais à m'interroger sur quelle tâche je voulais faire. Et puis bon, bah, moi j'étais assez déprimé de ma thèse en machine learning, donc forcément, quand tu as le Bitcoin en tête, tu te dis, ah putain, ce serait pas mal et tout. Et il y a quand même pas 10 000 boîtes françaises en Bitcoin. Bah, il n'y avait pas Bull Bitcoin à l'époque déjà, mais globalement, bon, tu avais un concurrent, et bon, bah, il y avait Hélène Market aussi, Stacking Sat, et puis Stackinsat qui avait commencé, voilà, tout à fait. Bitstack. Et ce genre de petites choses-là. Et bon, bah, forcément, moi, j'étais aussi soucieux de faire mon manuscrit de thèse, mais effectivement, je faisais mes podcasts aussi, les Space Cake avec Lounès. Et bon, après, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai soutenu ma thèse, moi, déjà, de temps en temps, j'allais dans les locaux d'Hélène Market pour travailler sur
tu vois, on essayait de faire fonctionner RGB ou des choses comme D'accord. ça, tu vois, un petit peu ensemble. Et puis bon, bah après, bah effectivement, fin 2022, quand j'avais soutenu ma thèse depuis un mois, je commençais à me dire, bon, peut-être falloir commencer à chercher un taf. Bon, ils m'ont appelé pour me dire, bah on aimerait bien te prendre, etc. Donc j'ai quand même continué à chercher d'autres tafs un peu à côté. Mais bon, évidemment, le truc, c'est que bon, bah, tu n'as pas 10 000 boîtes Bitcoin qui te proposent d'être un premier job. Donc forcément, j'y suis allé. Et notamment, bah, le sujet, c'était d'intégrer une autre tech, parce que bah, ce que j'aimais bien avec Helen Market, c'est qu'ils sont arrivés au début du Lightning Network et ils ont proposé un produit les premiers, c'est-à-dire qu'en 2020, bah, le seul exchange qui faisait Lightning, c'était Helen Oui, Market, c'était Helen Market. tout simplement. Pas Donc un exchange, mais oui, oui. bah, c'est une plateforme d'échange de produits dérivés, Voilà. pas du spot, hein, mais Oui, du produit oui, dérivé. Mais le seul exchange de produits, enfin, le seul endroit où on pouvait mettre des Satoshi en Il y Lightning. avait d'autres boîtes Lightning, mais c'était des boîtes de jeux vidéo, des boîtes Oui, de voilà, trucs, on c'était avait, oui, pas tout à fait. C'était, comment ça s'appelait? Je sais plus. Ouais, Thunder. ouais, il y avait Thunder Game, il y avait The Bidex. C'est pas The Bidex, c'était, oh, je sais plus. Il y avait Oui, oui. Bah, il y avait quelques boîtes, bah, d'ailleurs je les ai vues à 2019, là, à la Mm. conférence à Berlin. Mais ouais, ouais, Mais effectivement. c'était voilà, c'était pour jouer, c'était pas. C'était le truc le plus concret Lightning qu'on a eu. Ouais, pendant Et une puis, période, il y avait qui avait vraiment le vraiment narratif des jeux, ouais, ouais, de la monnaie dans le les jeux, gaming ouais. était vraiment Mm. très présent d'ailleurs au Ouais. début de Lightning. J'aimerais bien qu'ils continuent de l'explorer d'ailleurs parce que je pense qu'il y Bah a ouais, pas c'est mal intéressant à mon avis il y a pas aussi. mal de choses Mm. à faire. Mais donc, ouais, donc tu arrives à Helen Markets, qui en gros est la seule boîte qui utilise Lightning correctement, quoi. On va dire, là, on va dire ça Tout comme ça. simplement. Puis tu vois, il n'y a pas que Lightning, il y avait aussi tous les nouveaux protocoles d'authentification basés sur les nœuds Lightning et tout. Et il y avait cette possibilité de s'authentifier avec le nœud, etc. Exactement. Et donc, bah, moi, j'aimais bien ce côté un peu avant-gardiste. Et puis bah, là, Un moi, il peu m'avait embauché le pour côté continuer tech, voilà. voilà, sur ce côté Bah, du coup, avant-gardiste. qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez eux Et ben, du coup, en fait, la boîte Helen Market, en fait, c'est pas, enfin, c'est une filiale, enfin, c'est un produit, c'est une plateforme. Ouais. Et moi, je travaille pas sur cette plateforme-là D'accord. aujourd'hui. Je travaille sur une autre plateforme qui s'appelle du coup DLC Markets. On n'est pas très original sur les noms. On aime bien notre image de marque aussi, je pense. Mais c'est du coup pas du tout le même type de plateforme parce que c'est encore une plateforme de produits dérivés, mais Mais un autre type de c'est produit. pas pour le retail, c'est pour les professionnels et c'est D'accord. notamment en marché de gré à gré. D'accord. Et donc en fait, moi, j'avais été embauché littéralement pour dire, bah, nous, on aimerait explorer la voie des DLC. Et les DLC, c'est une technique c'est un peu de technique de cryptographie. Donc il faut comprendre comment la cryptographie fonctionne, comment on s'en sert, c'est quoi les hypothèses sous-jacentes. Et en gros, j'avais été embauché en partant du principe que bah, je comprenais pas mal ces choses-là, donc j'allais pouvoir explorer les possibilités pratiques pour peut-être Helen Market ou une autre plateforme. Et finalement, on a choisi de partir sur une autre plateforme en premier pour des raisons de gestion de liquidité finalement. Ouais, donc là, le projet c'est DLC Market, ça fait quoi, un an et demi que Alors tu moi, ça fait travailles dessus? ouais, quasiment 2 ans. Ça va Ouais, faire 2 ans en et mars. c'est donc, quoi à peu près la maturité du truc? Parce que j'imagine que c'est un projet quand même assez compliqué sur plein d'aspects. Est-ce que tu penses que voilà, vous allez arriver vraiment à un product market fit entre guillemets ouais, bah. assez tôt ou c'est quoi la timeline Bah, là, concrètement, en fait, on a déjà depuis le début de l'année, là, donc début 2024, on avait un MVP qui était utilisable. Mais le problème, c'est comme tu dis, c'est le market fit. C'est-à-dire que on l'avait fait en s'inspirant principalement de la demande qui venait du retail. C'est-à-dire que les produits dérivés qu'on proposait, c'était des inverses futures, qui sont vraiment ce qu'on propose habituellement sur toutes les plateformes de produits dérivés. C'est toutes les plateformes, elles proposent ce genre de produits. Et en fait, on s'adresse à des professionnels de la finance ici, et en fait, les professionnels, ils sont beaucoup plus intéressés par ce qu'on appelle les options. Donc, c'est des Mais produits dérivés Helen beaucoup plus Market, ça a complexes. les options depuis Il un y an a, et il y a demi. les options sur la market, mais elles sont très peu utilisées. Oui. Voilà, vraiment très peu par rapport au futur. Parce qu'il n'y a pas de professionnel sur Helen Market. Il n'y a Exactement. que du retail. Il n'y a que du retail, et c'est un produit qui est difficile à comprendre. Les options sont vraiment beaucoup plus Oui, difficiles moi à j'ai comprendre. essayé, hein, mais ouais. Je sais que tu connais quelques personnes qui s'y intéressent, Oui, mais oui. et voilà, même des personnes très chevronnées dans les futurs vont pas taper dans les options parce que c'est vraiment C'est très un autre compliqué. jeu, quoi. En gros, quand on est batteux, ça va. Tu vois, Ouais. moi, je comprends bien parce D'accord. que
l'équation de Black-Scholes, ça me fait pas peur, quoi. D'accord. Mais si on comprend pas l'esprit de cette équation, on peut se faire complètement rect sur ces choses-là. On peut prendre un levier sans s'en rendre compte. Donc il y a c'est un produit qui est complexe, mais qui est très intéressant parce qu'il y a moins de contraintes de collatéralisation. Donc c'est pour ça que les professionnels aiment bien les options. Et donc en fait, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a découvert, en faisant notre market discovery, on a voilà, les founders, ils ont discuté avec des clients potentiels et ça. Ils demandaient plutôt des options et ils étaient prêts à traiter sur des options. Donc on a dû changer notre produit pour faire des options à la place avec des DLC donc. Et donc là, en fait, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on a implémenté les options dans ce qu'on avait d'équivalent dans les futurs. Donc là, maintenant, on va faire des derniers tests pour s'assurer que c'est présentable pour faire des petits tests mainnet, parce que l'expérience qu'on a aussi, c'est que généralement le testnet, mine de rien, ça intéresse personne, Non, et le encore moins les testnet, professionnels. c'est pas intéressant. Donc en fait, il faut faire du mainnet, et puis on va limiter les quantités Un à peu comme traiter. on a fait sur Allen Markets au début. Je me Tout à fait. souviens encore où c'était limité à 10 millions de Satoshi, je crois. Ouais, au tout à début. fait. Maintenant, c'est quoi? C'est 10 millions de dollars, quoi. En fait. Ouais, c'est ça, c'est une La position de limite, 10 millions par contre, ouais, ça maximum. ça a un peu changé. Ça a un peu changé, ouais. Mais du Mais coup, ça m'amène à ma prochaine question qui est en fait sur Allen Market. C'est une question de cible. Parce que là, on voit que Allen Market se dirige vers des professionnels alors, du avec coup, ce nouveau type de produit. le quoi. DLC Market, la plateforme, elle sera adressée effectivement à des professionnels de la finance, des fonds crypto natifs ou des choses de ce type-là. Ouais, donc c'est toute autre, on va dire, C'est- façon Voilà, d'amener c'est la pas chose. du tout le même c'est pas le public, même avec pas marketing. du tout le même C'est marketing, pas pas du Coty tout qui le va même faire des approche de la mèmes régulation. sur Twitter. Voilà, il y a vraiment. Voilà, ok. Donc, moi, ce qui m'intéresse et que je trouve super cool dans Allen Market, c'est plutôt la partie futures, donc, et la partie retail. Vous avez, je sais pas, il y a combien d'utilisateurs? Il y a des On est à peu dizaines de près milliers, hein. on est à peu près à 400 utilisateurs par jour réguliers. Actifs, Ouais. mais de comptes, il y en Ah, a. le compte, là, il y en a- je il y en a- sais pas. Il y en a des milliers, des dizaines de milliers, je pense. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein Donc, après de là de dire lesquels sont encore actifs, ok. je saurais pas te dire. Oui, parce qu'après, effectivement. Mais moi, ce que j'aime bien dans le market, c'est justement ce côté un peu casino retail, Bitcoin only, no KYC. Et le fait que c'est vraiment, pour le coup, il n'y a pas de barrière à l'entrée, quoi. C'est-à-dire Ouais. que un slumdog de Bangalore qui a 1000 sats, il peut se lancer sur Allen Market, monter 10 millions. Ouais. C'est un peu la belle histoire quoi, qui peut exister. Et puis moi, je vois surtout le fait que ce soit accessible justement dans tous les pays émergents. Qu'il n'y a pas besoin d'être le Wolf of Wall Street Ouais. pour faire des futurs sur Allen Market. Ah non, clairement pas, non. Donc moi, j'aime bien cet aspect un peu, on va dire, populaire de Allen Market. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous chérissez? Est-ce que quelque chose dont vous êtes fier en fait? Je pense que Comment tu en vois la fait, chose? c'est sûr que bon, d'un point de vue business, c'est pas ces personnes-là qui vont rapporter beaucoup d'argent, c'est sûr. On va avoir quelques gros traders qui sont pas forcément de pays émergents, qui n'ont pas forcément de problème non, d'argent pour le coup, évidemment, non. qui eux vont traiter sur la plateforme parce que bon, ils aiment bien la plateforme, ils nous aiment bien nous et donc ils sont prêts à nous donner leur fees, on va dire. Ouais. Mais effectivement, moi je pense qu'on est assez fiers que même si cette partie Lightning de la plateforme, parce qu'aujourd'hui on accepte aussi le on-chain, mais même si la partie Lightning elle est tout à fait minime, c'est toujours intéressant de voir que voilà, on est ouvert aux personnes qui voilà, ont pas grand-chose et puis qui veulent juste un peu les émotions du trading, mais sans les risques, en mettant vraiment des toutes petites sommes pour se dire bon, si je perds 10 centimes, c'est pas dramatique quoi. Voilà, après, bon, il y a clairement l'aspect risque du trading, hein, je ne vais pas cacher que, évidemment, que la majorité des gens vont perdre sur la plateforme. Les jeux d'argent, Donc, si vous voulez vous faire de l'argent, c'est sûrement pas la meilleure solution. travailler. Voilà. Mais c'est sûr que c'est intéressant d'avoir cet aspect très ouvert parce qu'on a une communauté de personnes, effectivement, qui vont venir de l'Amérique latine, des choses comme ça. Notre community manager, justement, il a ces Les origines-là. Vénézuéliens, non, à la Oui, base il est vénézuélien, mais il vit en Géorgie actuellement.
Et donc c'est hyper intéressant pour cette ouverture internationale. Et en fait, oui, effectivement, on va pas chercher à absolument conquérir le marché américain, par exemple, pas du tout, parce que bah il y a énormément de risques liés à ce marché-là, et on préfère largement se dire que on préfère exister en se disant que les gens nous font un peu confiance pour pas partir avec la caisse, parce que bah faut pas se leurrer, hein, on est centralisé, on est Oui. custodial lors de la prise de position, il faut déposer l'argent sur la plateforme. Par contre, on peut Et le rentrer-sortir très facilement. mais voilà, par contre, l'aspect Lightning, ce qui était au départ très intéressant, c'est que la Lightning, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, je dirais plus ça parce qu'on s'est habitué à Lightning. On s'est habitué à dire, tu as déposé sur la plateforme via Lightning, ok. Mais pendant une période, bah, c'était vraiment très différent de ce qu'on avait sur les autres plateformes d'échange. Sur les autres plateformes d'échange, on déposait et quand fallait retirer, la croix à la bannière parce que les frais on-chain étaient monstrueusement élevés et tout ça. Alors que là, avec Lightning, bah, c'était instantané. Donc, on pouvait, entre guillemets, faire en sorte de ne pas être en custody tant qu'on n'avait pas de prise de position. La seule contrainte, c'était vraiment au moment de la prise de position. Bon, maintenant, là, on pourrait toujours dire que même lorsqu'on dépose l'argent avant la prise de position, l'argent est sur la plateforme. Donc, c'est pas vraiment vrai, mais c'est parce qu'on a changé de référentiel aujourd'hui. On est beaucoup plus sur. Les gens sont habitués à des paiements rapides, mais il faut savoir que vraiment, Bitcoin, c'était pas ça à l'époque. Et donc, on vendait un peu cet aspect de dire, ouais, tu peux facilement récupérer tes fonds à la fin de journée, une fois que tu as terminé ton trading, donc c'est ça qui est cool. Voilà, maintenant, bon, bah, évidemment, les vrais traders qui traitent des grosses sommes, bah, ils utilisent quand même le on-chain, hein, parce que bah, les sommes sont plus grosses. Lightning, pour les grosses sommes, c'est pas forcément très pratique. Donc évidemment, c'est pas ça qui va faire notre argent. D'un point de vue business, c'est pas intéressant. Mais effectivement, je pense que l'éthos de la boîte, c'est d'être avant-gardiste sur comment on authentifie les personnes sur la plateforme avec leur nœud, ils utilisent LNURL, des choses Mais comme c'est ça, ça. Et- ça m'amène sur le dernier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est justement une boîte comme Helen Markets qui suscite, on va dire, de l'appétit par rapport à son aspect, le gambling, quoi. Et en fait, il y a un marché pour le gambling. Ouais, il y a un marché. Et le souci dans le monde Bitcoin, c'est qu'il faut des business rentables Ouais, et qu'on a besoin de business rentables, notamment pour financer la recherche. exactement. Parce qu'on on a pas mal de boîtes avec plein de docteurs qui bossent sur des trucs qui, en gros, n'ont aucun business model et qui, du coup, vont pas survivre très Très longtemps. longtemps, ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses justement que la plupart des boîtes qui bossent sur Bitcoin, c'est des boîtes qui, derrière, ont des fonds et Ouais, du budget pour ça. Je pense notamment par exemple à Bitfinex ouais, qui investit beaucoup dans la R&D ouais. Bitcoin. Est-ce que des boîtes, qu'est-ce que tu penses de l'aspect, genre est-ce que c'est un mal nécessaire si tu veux d'utiliser le casino pour financer la R&D? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et est-ce que ça te pose un problème moralement? Ouais, je peux Et comprendre la est-ce question. que et ouais, alors ma question c'est est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que de toute façon on n'a pas le choix? Comment on pourrait faire autrement? Parce que des business rentables, Bitcoin only, ben, c'est les exchanges, c'est les casinos, c'est Bah, pendant une euh, période, il y avait Wasabi, Samurai qui était rentable, voilà, mais bon, voilà, on sait ce qui oui, s'est passé. Voilà. voilà, exactement. Bah, oui, voilà, une fois que tu n'as plus cela, il reste quoi? Bah, Ouais. il reste ceux qui Et font puis du quelques volume. wallets aussi. Voilà. Par rapport à la spéculation, quoi. En Ouais. gros, Mm. ben, en gros, ces business-là vivent sur la Sur de la spéculation. spéculation. Ouais. Donc, et c'est les seuls endroits où on a assez de moyens pour financer la R&D. Alors, c'est soit ça, soit les dons qui viennent de je ne sais où. Donc, c'est quoi les alternatives à ça? Et est-ce que c'est la situation actuelle? Est-ce que c'est la seule option ou est-ce que c'est mal? En fait, il reste. En fait, je pense, tu vois, on a parlé de la recherche au début, et en fait, tu vois, moi, sur l'aspect recherche, mine de rien, il y a sur Paris, il y a un séminaire qui est organisé régulièrement par l'Institut des cryptoactifs, qui est en fait, qui vient. Bon, c'est une école privée, c'est l'école Léonard de Vinci qui fait ça, qui finance cet Notre ami institut. Cyril. Voilà, qui fait régulièrement, donc quasiment tous les 2 mois, du coup, le troisième jeudi, et qui fait des séminaires qui s'appellent des séminaires crypto-finance, qui sont très bien, qui sont très sérieux, qui sont sur Bitcoin et les sujets un peu annexes à Bitcoin ou autour de Bitcoin. Et on a, voilà, il y a quelques intervenants de qualité quand même. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une fois une présentation, mais il y a eu Darosior, il y a eu Fabrice Drouin, Drouin d'A5. Ouais. d'A5, voilà.
Donc on a quelques présentations de qualité et un peu d'activité de recherche au sens académique du terme, c'est-à-dire pas financé Enfin, ça par reste une école privée. Hein. du pur privé, mais c'est du privé, voilà, tu vois, de recherche privée, mais pas directement une entreprise. Oui. Mais effectivement, il y a une réalité que tu décris qui est que c'est très difficile de faire une boîte rentable sur Bitcoin, alors que c'est au contraire très facile de le faire sur une shitcoin. Tout à fait. Parce En tout cas, un temps. un temps, voilà. Voilà. Peut-être que ce sera pas si simple à un moment. Voilà. Peut-être que ça retombera ça Des fera boîtes pan sur le rentables bec. sur les shitcoins, Voilà. il y en a, mais ouais, il n'y en a pas qui durent 10 ans. Enfin, je peux pas t'en Ouais, citer. ouais, Ripple Labs, peut-être, oui. Ripple Labs, c'est toujours rentable, c'est très rentable. voilà. Mais bon, voilà, donc il y a évidemment ce contraste qui est important et qui fait que c'est un peu aussi pour ça, je pense qu'il y a cette perception de Bitcoin qui bouge pas beaucoup parce que il y a pas de boîte pour faire un marketing, des choses comme ça. Et puis les boîtes en fait, le casino, le casino souvent, c'est quand même tentant d'aller sur d'autres shitcoins après pour faire du casino parce que c'est bien, tu n'affiches pas un gros levier, mais en fait les altcoins étant du leverage sur Bitcoin, c'est une manière un peu détournée d'en faire, donc c'est compliqué. Et, euh, et bon, donc tu vois, en tout cas dans notre boîte, on essaie de garder un peu l'aspect, on accepte le fait que la spéculation, il y a une demande pour ça. Il faut savoir aussi que les produits dérivés, ces choses-là, effectivement, même dans la finance traditionnelle, c'est beaucoup utilisé pour la spéculation, mais initialement, ça répond à des besoins de couverture de professionnels. Donc il y a des vraies opportunités qui sont, on va dire, légitimes, pas, Oui, je veux pas dire, purement c'est spéculatives. purement spéculatif. de toute Voilà, façon, par exemple, après. un mineur, il a ses revenus en Bitcoin, mais il a ses dépenses, mine de rien, en dollars. Il n'achète pas son électricité en Bitcoin. Le prix de l'électricité n'est pas indexé au Bitcoin. Pas encore. Ce serait presque pertinent de le faire, mais pas encore. Bientôt. Bientôt, Très Soon. bientôt. Je dirais dans moins de 10 ans. Mais bon. Voilà. Oui. Et bon, tu vois, avoir une couverture sur la variation du prix, c'est un use case tout à fait c'est un légitime. use case Et légitime. pas, Tu vas retrouver dégénéré, énormément quoi. tu vois, dans la finance traditionnelle, tu vas avoir énormément de cours sur comment utiliser ces couvertures. Donc, tu vois, c'est un sujet qui a une grande légitimité. Parce qu'après, après, il y en a qui te diront que tout ça, c'est ça. Voilà, bon, il y en a qui sont contre le capitalisme, j'ai envie de dire. Oui. Mais voilà, c'est un sujet qui est profondément étudié, le besoin de couverture. Et, euh, et, et en fait, quelque part, la plateforme pour les professionnels, qu'on propose, elle a pour but d'exposer les professionnels à la tech Bitcoin tout en répondant à un besoin qu'ils ont eux. Après, est-ce que c'est du besoin purement spéculatif? D'une certaine façon, oui. Non, le hedging, c'est pas spéculatif. Mais dans le hedging, il y a forcément quelqu'un qui, d'une certaine façon, ne veut pas de. Enfin, il faut toujours trouver une contrepartie Oui. à ta position. Et si toi, tu paries à la hausse parce que tu penses que ça va monter ou parce que tu as besoin de te couvrir contre une baisse du cours ou des choses de ce type-là, la personne qui est en face de toi, elle est censée penser exactement l'inverse. Et je pense qu'on peut raisonnablement affirmer que c'est jamais systématique que les deux personnes ont un pari qui reflète exactement leur pensée. Et en général, c'est Sur les plutôt mêmes qu'il y volumes, a, sur les voilà, mêmes trucs. en fait, c'est plutôt qu'il y a un market maker qui est prêt à prendre la position inverse de tous les trades tant qu'on lui paye un petit Voilà. fees en plus. Il va Donc c'est ce prendre qu'on quelques appelle le bucks, carry trade dans Bitcoin. Tout C'est à pour ça fait. qu'il y a des gens qui shortent le Bitcoin Oui. parce qu'ils le shortent parce qu'ils récupèrent. Parce qu'il y a des mecs qui l'ont, en fait. Voilà, parce qu'il y a tellement de demandes pour la hausse qu'en fait, les gens qui parient à la hausse, ils payent un fees pour pouvoir satisfaire les gens qui ne sont pas prêts à parier à la baisse, mais qui du coup veulent bien répondre à la demande de Sur parier à la market, baisse. par exemple, tout le monde long, on est d'accord. Oui, On est d'accord. oui, parce qu'on est tous in for the tech. Voilà, Market, on est- voilà, si vous n'êtes pas in for the tech, je ne sais pas si vous Tous venir chez nous, des mais permaboules. permaboule, voilà. Mais concrètement, enfin, c'est clair que la spéculation, malheureusement, à court terme, ça va donner ça va donner de l'argent, ça va financer effectivement la plateforme et ça va financer de la recherche. Voilà, donc là, la plateforme à l'heure actuelle, elle réussit à avoir de l'argent grâce à cette spéculation via le retail, effectivement. Et actuellement, en partie, elle finance ma recherche qui va pour l'instant aller pour les institutionnels. Ça ne veut pas dire qu'à terme, les discrete log contracts sur lesquels je travaille ne vont pas arriver sur Allen Market. Mais il y a des problématiques qui sont autres que la simple technologie. Parfois, c'est des problématiques sociales. Il y a des choses
que si on voulait l'utiliser, on devrait demander à nos utilisateurs de faire et on ne s'attend pas à ce qu'une personne dans le retail soit en capacité de le faire alors qu'une personne dans l'institutionnel serait capable et inversement. C'est-à-dire, on a vraiment, c'est vraiment des problématiques différentes. Par exemple, sur le In for the Tech, justement, c'est hyper intéressant parce que nos utilisateurs LN Market, c'est des gens qui sont dans la tech. Donc, ils aiment bien utiliser des trucs, nouveaux systèmes d'authentification, du Lightning Network, des choses comme ça. Et puis à côté, on a les institutionnels où là, s'il faut leur demander de signer un PSBT, c'est la fin du monde. Bah oui. Alors les PSBT, c'est récent quand même, hein, ça date de 2019 aussi, mais tous les wallets que vous utilisez, ils supportent le PSBT quasiment. Oui, surtout depuis Ordinals en fait. Voilà, Mais... encore plus depuis Ordinals. Oui. Mais globalement, un institutionnel, il n'y a que via Ordinals qui va connaître PSBT Oui, et les outils qu'utilisent les institutionnels pour gérer leurs fonds ne permettent pas de faire des PSBT tout simplement. On est d'accord. Et bon, bah voilà, c'est une difficulté technique à laquelle il faut qu'on s'adapte. PSBT, puis sign, Bitcoin Transaction. C'est partially sign, ouais, c'est effectivement. Et bon, bah typiquement, voilà, on a des problématiques complètement différentes. Les institutionnels, par contre, eux, ils sont capables de trouver une contrepartie à leur prise de position, alors que sur LN Market, bah, on va être contrepartie de toutes les positions, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'un utilisateur vienne nous dire « Ouais, tiens, il y a machin, il veut prendre exactement la position opposée à moi, avec telle quantité, on peut faire ça ensemble. » Bah non, c'est pas le but de la plateforme, enfin, c'est pas comme ça que fonctionne le retail. Et bon, donc il faut s'adapter à ces contraintes-là, et nous, on a estimé que les DLC ne s'adaptaient pas très bien aux contraintes du retail. Maintenant, voilà, il faut saluer les efforts qui ont été faits par d'autres entreprises. Il y a eu notamment 1010 qui avait tenté de faire quelque chose. Ça, ils vont arrêter. Non Mais justement, en fait, ça revient sur le problème que tu décris, c'est que il faut trouver un business rentable qui utilise le capital de manière assez efficiente, et c'est très difficile avec les DLC. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça n'a pas marché, tu vois. Et donc bon, même si la spéculation, malheureusement, c'est pas le truc qu'on aimerait vendre dans Bitcoin, c'est ce qui fait Ça reste vivre. une source de financement. C'est ce qui est compatible avec du business. Et en fait, le Bitcoin est comme beaucoup de choses open source en fait. Il est sensible à la tragédie des communs, c'est-à-dire de dire les protocoles open source, les logiciels qu'on utilise tous, les petits programmes que certaines personnes ont fait sur leur temps libre, ils sont pas payés pour ça, tout le monde se repose dessus et personne les paye. Et c'est absolument terrible, hein, c'est terrifiant. Il y a des entreprises qui s'inquiètent suffisamment du problème pour aller financer des développeurs, mais c'est parce que par ailleurs, elles sont tellement grosses qu'elles peuvent se le permettre de financer un mec qui maintient un truc un peu il peut critique. envoyer des milliards à droite à gauche. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc il en a fait, intérêt à le faire parce que Bitcoin, c'est voilà, et donc finalement, on en revient encore au même point, c'est que Paolo, c'est le même modèle, c'est sur un modèle de spéculation, c'est via le stablecoin qui est principalement utilisé. Bitfinex, donc ils sont notamment connus pour Tether, qui est la boîte avec les employés les plus rentables du monde, hein, parce que ils sont 80 et ils font 4 milliards par trimestre. Ouais, voilà, et en faisant quasiment rien, hein, parce que fondamentalement, ils prennent les dollars, hein, ils savent qu'ils les ont empruntés à 0% et ils les placent dans ils achètent des bons américains à 5% et ils se font 5% sur les dollars que vous leur filez. Donc c'est super pour eux, ils sont super contents et après ils ont un business méga rentable, bien sûr collatéralisé comme il faut, il n'y a pas de problème. Oui. Mais voilà, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est encore vivre sur la spéculation. Oui. Donc en fait, même si d'aucuns diraient que le stablecoin a une utilité aussi autre que juste la spéculation. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que dans un marché, la spéculation, c'est quelque chose qui est normal. Oui. En fait, c'est très difficile. C'est un jugement moral, hein, de toute façon, d'estimer que ça, c'est de la spéculation, ça n'en est pas. On va pas rentrer dans le jugement. On n'est pas là pour juger, en l'occurrence. Voilà. Mais on se rend bien compte. Évidemment, on va pas nier le fait que y a une partie de cet argent qui vient du fait qu'il y a une demande pour de la spéculation. Et évidemment que tout le monde ne peut pas y gagner derrière. On répond à la demande en faisant notre plateforme, en collectant les frais. Et puis après, les gens viennent chez nous aussi parce qu'ils savent qu'on veut essayer d'améliorer la technologie. Alors nous, on a trouvé un filon où en gros, notre technologie qu'on améliore, elle permet de faire des produits dérivés sur Bitcoin. Les DLC, les Discrete Log Contracts, c'est littéralement fait pour faire des produits dérivés sur Bitcoin. Donc on ne pouvait pas ignorer la chose, donc évidemment on s'y intéresse, donc c'est compatible avec notre business, donc ça se passe bien, mais évidemment ça va pas toujours s'aligner comme ça. Et donc finalement c'est pareil, c'est vis-à-vis des covenants, c'est exactement le même problème, c'est que qui a intérêt à développer des covenants ? Ok, peut-être des service providers, du coup il faudrait qu'ils aient beaucoup de Bitcoin à utiliser, donc peut-être qu'un jour un Michael Saylor va venir et il va imposer son arc à lui pour les institutionnels ou des choses comme ça, parce que c'est plus intéressant pour lui, et alors qu'il n'aura rien développé.
Donc Ok, c'est... donc on va encore en transition aller sur ma conclusion en fait, qui est en fait une question pour toi. Et moi j'ai une idée que j'aime bien, même si elle est complètement cliché, c'est un poncif véhiculé, que l'évolution de Bitcoin est très comparable à l'évolution d'Internet. Et, euh, et tu sais aujourd'hui, enfin, comment Internet s'est construit, donc on a eu un peu cette maturité, après on a eu les consortiums, et à chaque fois ces consortiums, ils étaient financés par Cisco, Ouais. Mm. IBM, Bon, les grands acteurs de toutes les l'informatique. grosses boîtes. Euh, Moi j'aimerais que tu me dises comment tu vois Bitcoin dans 15 ans, comment ça va évoluer, en termes de à la fois sa place dans le monde, donc justement, moi, j'imagine exactement ça comme Internet. Donc pour moi, Bitcoin va juste rendre la valeur, on va dire, atomique Ouais. et faire être un protocole universel d'échange de valeur sur de multiples couches. Mais comment tu vois ça comment tu vois l'adoption de Bitcoin? Parce qu'on voit, bon, on voit les ETF, on voit le Ouais, Bitcoin ces choses-là, papier, ouais. qui est une forme d'adoption d'une certaine façon, mais qui n'est pas exactement l'adoption on va dire, la plus palpable, notamment techniquement, tu vois, même s'il y a des problématiques de Ouais, custody, ouais, des ouais. problématiques voilà. Comment tu vois dans ces 15 prochains, dans 15 ans par exemple, euh, comment va fonctionner Bitcoin, à la fois dans la gouvernance, à la fois dans comment Monsieur Tout le Monde va interagir avec L'utiliser, ouais. Bitcoin. C'est quoi si tu veux avoir une boule de cristal, comment tu verras un peu la situation de Bitcoin dans 15 ans? Ouais. Alors, moi, je dirais il y a toujours un peu deux versions de l'histoire. Il y a la bonne et un peu la mauvaise. La mauvaise, à mon avis, ce serait que la demande est telle que bah, c'est très difficile de faire des transactions on-chain pour la majorité des gens, notamment bah, ceux qui arrivent plus tard. Parce que, bah, bon, évidemment, quand on arrive plus tôt et que le prix monte, bah, ça va, on va pouvoir payer nos frais de transaction, ça va. Quand ça va commencer à être beaucoup plus important parce que la chaîne est beaucoup plus utilisée, ça va devenir plus compliqué. Maintenant, bon, bah, je pense que les usages de la chaîne qui vont persister, c'est ceux qui ont une vraie utilité, donc des choses à la Ordinals ou des choses comme ça. Ça va beaucoup se réduire parce qu'il faudra vraiment payer. Enfin, il y en a qui ont de l'argent à balancer par les fenêtres, hein, clairement. Mais ça va beaucoup se réduire et à mon avis, on va beaucoup plus retourner sur des transactions purement financières. Euh, Maintenant, à mon avis, ce qui peut se passer, c'est que mine de rien, par effet de saturation, on va avoir des gens qui vont vouloir batcher leurs transactions ensemble. Donc, on va avoir des ARC Service Providers, typiquement les ARC, je pense que c'est un modèle qui est assez approprié parce qu'il permet voilà, c'est de recréer une hiérarchie qui est souvent une bonne manière de scale en fait, au, au prix de la Oui, centralisation, oui, tout à évidemment, fait. Il faut faire des compromis, mais voilà, on n'a pas le choix, donc on pourrait imaginer des arcs qui s'imbriquent les uns dans les autres avec différents acteurs pour essayer de fluidifier un peu tout ça. un peu comme le modèle du LSP, on Ouais, aurait, c'est ça, en ouais. gros, de l'ISP en fait. Quand tu Ouais, regardes exactement. Internet, Moi voilà, on est chez Free, SFR. je me dis un futur, en tout cas dans les pays riches, dans le futur, peut-être que Bitcoin, ça va devenir une partie intégrante, c'est vraiment légitime d'une box internet en fait. Ok, Genre un abonnement box internet, ouais. bah dedans il y aura un node Bitcoin, il y aura des services Lightning qui seront proposés dessus, on pourra connecter son wallet dessus. Ce serait génial d'avoir ça. Je sais pas si ça Free va. avait pensé à un moment presque. Ouais, Il après avait... Free, tu pourrais techniquement faire le nœud Bah sur oui, la parce box parce que que tu peux oui, faire des oui, VM, mais ouais. c'est ouais, bon, Bon, après, elle c'est est pas pas assez vraiment puissante, mais, intégré. Oui, mais oui, voilà. pour avoir vite fait tenter des trucs, Ouais, ça marche pas. ouais, C'est- mais c'est une idée, voilà, Mm. il y a vraiment, à mon Mais avis, est-ce c'est que ce très sera légitime. séparé? Parce que justement, tu pourrais avoir une séparation, parce que quand même, en termes de fonctionnalité, on n'est pas Ouais, du tout sur le même bah service rendu, quoi. à mon avis, tu Tu as pourrais besoin mettre, d'Internet pour Bitcoin, ouais, mais Bitcoin, c'est quand même un truc bien à à part. mon avis, tu vois, genre le nœud pour avoir une copie de la chaîne, Oui. il a à mon avis sa place sur la box, tu vois, hein. Après, effectivement, le nœud Lightning et tout, j'aime, je trouverais ça mieux que ce soit séparé sur des Oui. appareils différents, On on est va pas d'accord. mélanger le torchon et les serviettes. Voilà, c'est pas mal. Le nœud, c'est bien parce que ça légitimerait le fait d'avoir un nœud, personne ne se poserait de questions parce que tu commences à te connecter à des nœuds Bitcoin, des choses comme ça. Mais ça, c'est une vision très. Je dirais que c'est la bonne vision, et puis c'est la vision pour les pays qui sont suffisamment riches, parce que bah, il y a des pays, ils ont juste pas de box internet, en fait, ça n'existe juste pas. Donc le problème est d'un ordre complètement différent.
À mon avis, si on voulait rester dans la version positive, on aurait des choses à la Utrixo, des choses comme ça, donc qui sont des techniques pour essayer d'avoir un nœud sur téléphone, qui soit un nœud complet avec suffisamment de garantie. En tout cas, pour que ce soit pas, ça sera pas exactement le même modèle de sécurité parce que c'est Non. pas possible, mais Mais ce sera pas mal. ce sera pas mal, voilà. À voir si on arrive à sortir ça. Il y a un vrai sujet technique qui est difficile hein, et qui est purement en gestion réseau, donc ça va pas donner des super smart contracts ou quoi. C'est vraiment des sujets vraiment de pure résolution du problème Bitcoin. C'est actuellement, Bitcoin, ça marche pas sur téléphone. Voilà, si on prend le protocole en tant que tel, on peut pas faire tourner Bitcoin sur un téléphone. Solana non plus. Voilà, non, bah Solana non plus, mais ça à ce niveau-là, on dirait que toutes les autres crypto-monnaies sont cassées. Donc à partir de là, bon, voilà. Mais donc il y a ça, c'est la vision positive à mon avis, c'est-à-dire voilà, une intégration dans les services internet parce que bah, c'est la monnaie internet simplement. Voilà. Et alors après peut-être qu'on aura des shitcoins sur Bitcoin, hein, pas à la Ordinals mais à la RGB, des trucs comme ça. Et à mon avis, l'USD, voilà, de beau l'USD. shitcoin À sur mon avis, on Bitcoin. va quand même toujours avoir des monnaies fiat qui circulent parce que juste l'État, Oui, il va c'est pas quand même- abandonner. il va pas abandonner sa souveraineté monnaie, monétaire, l'impôt comme il a ça. pas trop envie que ce soit indexé sur la valeur du Bitcoin, Voilà. des choses comme ça. Donc je comprendrais qu'il y a encore des monnaies fiat qui aient une utilité, qui circulent. Ah bah dans 15 ans, non, on y sera encore, c'est sûr. Voilà, dans 15 ans, ça me paraît raisonnable de Ouais. supposer que tant que les États ne sont pas effondrés, si jamais ça venait à arriver, voilà, dans 15 ans, on a de Après, la ça marge. peut aller vite, on sait Ah, jamais, c'est gradually and suddenly, hein, c'est voilà. Mais ça, c'est la vision positive. Ouais. La vision un peu négative de ça, qui pourrait se produire et qu'il faut faire très attention à ça, c'est que actuellement, on observe vraiment une bataille sur l'aspect confidentialité et souveraineté de l'individu. Donc, il y a eu toutes les affaires juridiques sur de Samouraï. Bon, alors on pourrait dire oui, alors après, est-ce que c'est vraiment lié à leur service qu'ils proposaient ou est-ce que c'est plus lié aux provocations sur Twitter? Oui, non, mais après, Tant que c'est pas fini, on ne saura Il pas. n'y a pas eu que ça, moi, il y a Tornado Cash et tu as Tout à vu fait. les évolutions du Tout à procès, fait. donc j'ai l'impression qu'on va quand même dans le bon sens. Oui, ça va dans le bon ouais, sens, ouais, mais à mon avis, en fait, c'est qu'il y a toujours il y a le légal et puis après, il y a dans la pratique. Et dans la pratique, on vit quand même dans une société de défiance, c'est-à-dire que le normie, il se pose des questions quand tu payes en cash. Oui. Tu vois. Et bon, c'est triste parce que, enfin, on a le droit de vouloir cacher un peu d'où viennent nos fonds, de vouloir cacher où ils vont et pas cacher au sens je veux pas payer mes impôts, juste cacher parce que tu veux pas mettre un nom, un numéro, un truc sur un achat, sur des choses comme ça. Et donc, en fait, le risque, c'est que on arrive à une société qui a deux niveaux. On va dire la société full KYC et puis la société non KYC. Et quand tu regardes Internet, bah, tu as un peu ça. Tu as l'Internet whitelisté et puis tu as l'Internet blacklisté. Donc tu as Tor, les VPN, certains VPN qui sont un peu trop private, quoi, qui sont vraiment un peu trop private, contrairement à beaucoup de VPN qui ne le sont pas. Et puis certains sites Internet, certaines adresses IP, le fait que par exemple sur les protocoles mail, si tu crées ton propre serveur mail, tu peux te retrouver censuré sur toutes les grandes boîtes mail de Google, etc. Et ça, c'est des choses que peu de gens voient parce que simplement jamais ils n'expérimentent ça, et surtout dans les pays riches. Et donc, bah, on a cette stratification d'Internet avec l'Internet whitelist. En gros, ouais, YouTube, Facebook, tout ça, ça marche. Donc, Et la puis- vision pessimiste, c'est Bitcoin, c'est le marché noir, quoi. Bah, c'est pas que ce sera le marché noir. Je pense qu'en fait, Bitcoin va exister dans l'Internet KYC aussi. C'est-à-dire, à mon avis, c'est-à-dire les trucs à la strike, à la micro-stratégie, où tu fais de l'équilibre de balance de fonds à partir de Bitcoin, parce que c'est vraiment pratique pour faire des rails de paiement quand même, tu vois. Mais par contre, il y a moyen que ce petit monde-là, jamais ils permettent la connexion via quelque chose d'un peu, tu vois, qui ne serait pas complètement identifié. J'ai eu cette tu vois. discussion récemment sur Twitter avec Yves Benaïm et Giacomo Zucco. Et moi, je disais que ça va arriver, c'est sûr. Je pense qu'on aura le Lightning blanc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais que je me disais que c'est pas grave parce qu'avec du code, tu peux faire des bridges, quoi. Bah, en fait, après, ce qui est bien, c'est que Lightning, il suffit d'une connexion entre le Lightning blanc et le Lightning noir, si on veut, pour que ça passe. Tu vois, ça va juste coûter extrêmement cher pour ceux qui veulent aller dans le blanc. Voilà. Mais ça marche, c'est possible. Et c'est surtout qu'il y aura moins de liquidité dans le noir, parce qu'évidemment, la liquidité, elle sera là où elle est facile à bouger, quoi. Enfin, là où elle est bien identifiée, facile à bouger.
Donc À c'est part si toute l'industrie du crime migre sur le Lightning noir, là, il y aura de la ouais, liquidité, mais ça m'étonnerait mais parce voilà, que elle est très fiat, l'industrie du crime. voilà, oui, elle marche beaucoup au cash, oui, effectivement. Mais donc à mon avis, ça c'est comme tu dis, ça va arriver. Après la question c'est jusqu'à quel point ça va aller. Tu vois, c'est pour ça que je présente ces deux scénarios Ouais. parce qu'à mon avis c'est le spectre. En fait, on va avoir quelque chose d'entre les deux Oui, certainement. sûrement de la C'est le vérité. spectre de possibilités. Soit on continue d'avoir cette utopie de la neutralité d'Internet. Mais est-ce que tu penses qu'on va arriver tous les utilisateurs... Aujourd'hui, on a des utilisateurs d'Internet qui sont dans nos pays développés, 99% des gens. Et est-ce que tu penses que les utilisateurs de Bitcoin dans 20 ans seront comme les utilisateurs Internet aujourd'hui? Est-ce qu'ils seront en self-custody? À mon avis, en fait, ils seront en self-custody. S'ils sont en self-custody, parce que on surestime, je pense aussi Enfin, c'est-à-dire que nous, on accorde beaucoup de valeur à la self-custody, Oui. mais en fait, cette demande. Oui, elle n'est pas. Je veux dire, les gens n'en ont pas réellement. La vérité, c'est n'expriment que pas le finalement, besoin, quoi. l'aspect self-custody, il donne surtout des avantages pratiques dans la gestion de fonds, parce que il séquestre bien les fonds. Voilà, par exemple, quand une boîte qui avait fait que de la self-custody pour ses utilisateurs, elle ferme, elle n'a rien à faire. Voilà. Alors que si elle ferme alors qu'elle faisait de la custody, il faut retrouver les gens, il faut leur envoyer l'argent et tout ça. Donc c'est toujours plus compliqué. Donc c'est bien, la self-custody, c'est plus facile à gérer à ce niveau-là. C'est pour ça d'ailleurs que réglementairement c'est moins pénible quand tu es en self-custody, c'est forcément. Mais le truc, c'est que je pense que d'une part, il y aura de la custody quand même. Les banques vont custody du Bitcoin, voilà. quoi, en gros. Après, il y aura peut-être, je pense, quand même des possibilités pour les gens qui veulent vraiment être en self-custody de l'être. Et c'est que, pour des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller on-chain, ce sera forcément via des protocoles à la ARC ou des choses comme ça. Et jamais ils verront en fait vraiment Enfin, ils n'auront jamais vraiment envie de voir UnityX on-chain. Et dans le débat des covenants, d'ailleurs, il y a ce sujet de l'exit, la massive exit, d'un système à la ARC où d'un seul coup tout le monde réclame ses fonds on-chain, qui peut faire une avalanche de transactions qui ne passerait pas. Donc il y a la question de comment tu peux faire des sorties collaboratives, en tout cas des sorties de groupe par ensemble de personnes, histoire de pouvoir effectivement essayer de rester en groupe, mais en ayant un choix, quoi, en ayant le choix à chaque fois. Après, ça reste un sujet qui, voilà, techniquement, c'est difficile de répondre à cette question, mais je pense que les protocoles pour pouvoir faire de la self-custody, ça scalera suffisamment pour la demande. D'accord. Parce que si ça se trouve, on est en train de surestimer la demande, tu vois. Donc je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, Ouais. mais si vraiment les gens y tiennent et accordent de la valeur à ça, je pense que les gens qui vraiment y tiennent pourront trouver pourront être satisfaits, on va dire. Voilà. Ok, Enfin, j'espère. Franchement, c'était génial de discuter avec toi. On a abordé pas mal de sujets. Écoute, je te souhaite bonne chance pour la suite de ton boulot chez Hélène Market. J'espère que Merci. tu vas nous sortir des dingueries encore. Ouais, ça devrait être pour le début de l'année, l'année 2025. Voilà. Cool. Ça devrait commencer. Et puis voilà. Merci beaucoup, Panta. Et puis à bientôt, j'espère. Merci pour l'invitation. Merci. C'est normal. À bientôt.